tous. Merci à toutes et à tous d'être ici présents. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence organisée par l'IGPDE. Le thème du jour est innovation pharmaceutique, comment combler le retard français. Donc, elle a été organisée en partenariat avec le Conseil d'analyse économique qui a rédigé une note sur ce thème. Ce qui va être intéressant, c'est que ça ne traite pas uniquement du secteur pharmaceutique, c'est beaucoup plus large, il y a des questions d'économie, des questions sociales, politiques aussi, avec tout ce qui concerne la souveraineté qui vont pouvoir être abordées. Et donc on a réuni aujourd'hui un panel de 3 intervenants, Madame Margaret Kyle, Madame Nathalie Jiménez et Monsieur Louis Bégard, qui seront présents aujourd'hui pour vous décrypter ce sujet assez complexe. C'est une session un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on revient au format présentiel et également qu'on fait une diffusion en simultané à la fois sur YouTube et sur Webex. Donc on espère que ça vous plaira. Les prochaines rencontres économiques sont déjà prévues et vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez. Je vais maintenant laisser la parole à Tarash Legal qui sera l'animatrice de cette session. Merci. Oui, merci beaucoup Antonin. Voilà, je pense qu'on va bien s'entendre. Oui, le micro est allumé. Donc, merci à tous de suivre cette conférence, à la fois dans la salle et puis en visio, par Internet. C'est aujourd'hui comme un webinaire un peu mixte, avec quand même quelques personnes qui sont présentes avec nous, pour parler du thème que vient d'introduire Antonin, qui va être l'innovation pharmaceutique, comment combler le retard français. Tout le monde a en tête, bien sûr, l'exemple de l'incapacité chez nous du géant pharmaceutique Sanofi à développer un vaccin contre le Covid. Alors, manque de financement dans la recherche en France, coopération peut-être difficile entre les universités et les industries, rigidité bureaucratique sans doute, délocalisation aussi, on l'a vu, d'une grande partie de la production des médicaments vers d'autres pays qui sont loin de l'Europe, comme l'Inde ou la Chine. Enfin bref, c'est une thématique qui est complexe, avec des réponses qui seront forcément, elles aussi, loin d'être évidentes. Et pour parler de tout ça pendant 2 heures, un tout petit peu moins maintenant, on a 3 invités que vient aussi d'introduire Antonin, mais je vais vous préciser. Donc d'abord, par ordre d'entrée en scène, Margaret Kyle. Bonjour Margaret, vous êtes professeure d'économie à Mines Paris, membre du Conseil national de productivité et co-auteur de la note qu'a citée Antonin du Conseil d'analyse économique, qui vaut donc le nom à cette rencontre, qui s'intitule « Innovation pharmaceutique, comment combler le retard français ». Margaret, vous allez nous montrer d'abord à quoi ressemble le nouveau paysage de l'innovation en France et puis esquisser quelques pistes de réponse. Et puis ce sera au tour de Nathalie Jiménez. Nathalie, vous êtes consultante, experte en stratégie et gouvernance d'entreprise. Vous avez fondé et vous présidez Be Concerned. Vous aurez peut-être l'occasion de nous dire ce que c'est exactement. Vous êtes enseignante à Mines Paris et à Paris Dauphine et vous avez écrit un ouvrage, Industrie pharmaceutique, l'heure du choix, aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dans lequel vous plaidez pour un modèle différent du capitalisme pharmaceutique habituel. Et là aussi, vous aurez l'occasion de nous l'expliquer. Et puis, nous sommes aussi en compagnie de Louis Bégard. Bonjour, bonjour à lui. Bonjour Louis. Vous travaillez vous-même ici, au ministère des Finances. Vous êtes coordinateur structurel industrie de santé à la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. On a bien noté que l'intitulé venait de changer. Vous nous présenterez ce que fait l'État et ce qu'il pourra peut-être encore mieux faire à l'avenir. Voilà, donc j'ai presque déjà trop parlé. Chaque intervenant va intervenir un quart d'heure et on commence avec vous, Margaret Kyle. Je rappelle, donc professeur d'économie à Mines Paris. Vous avez 15 minutes pour nous dire à quoi ressemble l'innovation pharmaceutique en France aujourd'hui. Ok, donc d'abord, je vais décrire un peu où on est dans le paysage de l'innovation pharmaceutique. Dans le passé, c'était aux bases vraiment de la chimie. Et il y a 30 ans, 40 ans, on a commencé à faire une transition entre la chimie et la biologie, et maintenant la génomique. Donc,
Avec ça, maintenant, on voit un peu moins des blockbuster drugs, donc les médicaments qui sont utilisés par une grosse partie de la population. Donc, par exemple, les médicaments comme Lipitor. Il y a beaucoup de gens avec les problèmes de lipides, etc. Donc, il y a un marché énorme pour les médicaments comme ça, les blockbusters. Maintenant, on voit des thérapies beaucoup plus ciblées. Donc, c'est pas utilisé par tout le monde, c'est utilisé que par une partie de la population avec une expression de gène ou quelque chose comme ça. Donc, un marché beaucoup plus petit et souvent avec des prix très élevés. Donc, et donc, en même temps, ça a impliqué des changements aussi pour l'organisation de la recherche. Donc, dans le passé, c'était des grosses boîtes de pharmaceutiques avec beaucoup de compétences dans la chimie. Maintenant, c'est plus en plus des startups, des petites entreprises qui sont très très proches et souvent des spin-offs des universités. Donc, la recherche est beaucoup plus collaborative entre l'université et l'industrie. Je peux avancer ou OK. OK, donc voilà, la recherche fondamentale, c'est même plus important que jamais. Surtout pour la biologie et la génomique. Et là, on voit que la France n'est pas dans une très bonne position. Le financement public de la recherche est plus bas en France qu'ailleurs, surtout par rapport à l'Allemagne. Et entre 2011 et 2018, l'Allemagne a augmenté leurs dépenses, leur financement public de la recherche. Par contre, en France, on a diminué notre financement de la recherche. En plus, c'est assez difficile d'attirer les chercheurs et de garder les chercheurs français en France parce que les salaires pour les chercheurs sont très bas par rapport aux autres pays. Donc, en moyenne de 63% par rapport aux autres membres de l'OCDE. Donc, on dépense moins, peut-être parce qu'on paie moins, mais ça va avoir ou a déjà eu des conséquences pour la recherche fondamentale en France. On voit aussi des problèmes entre les universités et l'industrie. Dans les pays comme la Suisse ou les États-Unis, il y a beaucoup de liens entre les universités et l'industrie. Beaucoup de collaboration, beaucoup de financement, beaucoup de spin-off. En France, on a moins de liens comme ça. L'écosystème pour les startups aussi a des problèmes. Il y a trop peu de financement, donc c'est beaucoup moins en France qu'en Royaume-Uni ou en Allemagne. Et donc, notre première recommandation, c'était d'augmenter les fonds publics pour la recherche fondamentale. Et c'est là, la recherche fondamentale, c'est vraiment où le gouvernement est le plus important. Parce que l'industrie a beaucoup moins d'incitation d'investir dans la recherche fondamentale qui peut générer beaucoup de, on dit en anglais, spillovers, des biens pour les autres dans l'industrie. Donc, tout le monde préfère que quelqu'un d'autre dépense l'argent. Dans les situations comme ça, c'est souvent le gouvernement qui doit être le leader. Donc, c'est un bien public, la recherche fondamentale. Et en France, on n'a pas assez financé la recherche fondamentale. Et en plus, il faut trouver des moyens de renforcer les collaborations entre les universités et l'industrie, et surtout les startups. Un autre indicateur de retard français, c'est avec les brevets. Donc, les brevets sont très importants pour le développement des médicaments. Et on voit plus en plus de distance entre la France et les pays qui sont les leaders de l'innovation. Donc là, on a le nombre de brevets
par personne en Suisse et en Danemark pour les produits pharmaceutiques et les vaccins. Et on voit que les courbes sont la différence entre la France et les deux pays ici. La courbe monte et donc ça veut dire que on a plus en plus de retard par rapport à nos voisins. Il y a quand même quelques raisons d'être un peu plus optimiste sur cet indicateur parce que plus récemment, on a vu que l'INSERM était le premier déposant de brevets pharmaceutiques à l'Office européen de brevets. Et il y a une augmentation du nombre de demandeurs de brevets français en biotechnologie. Donc, on a quand même quelques raisons d'être optimiste. On va voir dans les années prochaines si on commence à rattraper cette différence. Pour développer des médicaments, il ne faut pas avoir que des brevets, il faut aussi développer, faire des essais cliniques. Et là, c'est très intéressant en France. On fait beaucoup d'essais cliniques en France, mais pas toujours au niveau qu'il faut. Donc, par exemple, pour les essais cliniques, il y a une grosse différence entre ceux qui sont randomisés et ceux qui ne sont pas randomisés. Randomisé, masqué, c'est le gold standard en général pour la recherche. Parce que là, on peut vraiment identifier l'efficacité d'un médicament. En France, l'industrie fait un peu moins par rapport aux autres pays ici. Par contre, pour les essais non randomisés, donc par exemple, l'essai clinique de Didier Raoult au début de la COVID pour le hydrochloroquine, je ne sais pas comment dire en français, c'était un essai non randomisé, pas masqué, pas randomisé, très peu de patients, et on n'a pas appris énormément à la fin. Il faut avoir des essais cliniques randomisés, masqués avec beaucoup de patients pour vraiment identifier s'il y a une efficacité ou pas. Et là, en France, on voit que c'est l'acteur public, donc c'est les dépenses publiques qui financent beaucoup d'essais cliniques, mais non randomisés, donc pas au même niveau de qualité. Et ça, c'est vraiment une grosse différence entre la France et les autres pays. Donc, c'est dommage parce que c'est évident qu'il y a un potentiel pour la France, pour les essais cliniques. Évidemment, on a l'infrastructure, mais on peut mieux dépenser le financement public qu'on a. Donc, notre deuxième recommandation, c'est de réserver les financements publics pour les essais cliniques avec des normes plus élevées, donc au niveau mondial. Donc, ça, c'était tout pour la France. Donc, ça ne change pas les changements en France pour faire la France plus attractive ou plus intéressante pour la recherche. Ça change où on voit la recherche, mais pas forcément le niveau de financement ou le niveau d'innovation global ou mondial, parce que c'est un marché, en général, c'est un marché global. Et en fait, c'est assez compliqué de changer la politique pour augmenter l'innovation si on n'est qu'un seul pays. Si, par exemple, on change notre système de brevet, ça ne change pas énormément au niveau global. Donc, pour ça, il faut penser plutôt au niveau au moins européen ou même plus large. Mais je dois quand même parler des brevets parce que c'est vraiment essentiel pour l'innovation pharmaceutique. On fait probablement le système de brevets est beaucoup plus adapté pour le développement des pharmaceutiques par rapport aux autres secteurs, même s'il y a bien sûr des limitations, des problèmes avec les brevets. Par exemple, pour les brevets, c'est une durée fixe, c'est 20 ans. C'est 20 ans, même si c'est un médicament qui change tout, et 20 ans pour un brevet qui n'est même pas un médicament, qui est un petit changement qui change presque rien, mais quand même, ça peut mériter, si c'est breveté, c'est 20 ans. Donc, ça, c'est un problème.
c'est aussi le fait que c'est uniforme, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de différence entre les médicaments très innovants et les médicaments MeToo, donc pas très innovants, presque la même chose qu'on a déjà. Il y a aussi des problèmes, le fait que ça prend en général au moins 10 ans pour développer un médicament. Si ça prend plus que 10 ans, c'est moins intéressant pour l'industrie parce qu'il y a moins d'exclusivité qui reste au moment que le médicament arrive sur le marché. Donc il y a beaucoup de problèmes, c'est clair. Quand même, l'avantage des brevets, c'est qu'on n'est pas obligé de faire énormément d'évaluations au début. C'est assez, ça ne coûte pas énormément pour les pays. Et c'est aussi où on a un accord à peu près global, mondial, que tous les pays sont obligés de donner un peu de protection, 20 ans de protection. Et donc, ça limite le free riding qu'on peut voir sans ça. Donc, par exemple, si vous êtes dans un pays en développement, c'est assez intéressant de faire des copies des innovations développées ailleurs et de ne pas payer. Mais si tout le monde pense comme ça, on a trop peu d'investissement dans la recherche. Donc, l'accord global pour forcer tous les pays de donner 20 ans de protection, c'est le sujet de beaucoup de débats, certainement on va discuter, mais l'avantage c'est que ça peut éviter le free riding entre les pays. On peut avancer. Donc c'est assez compliqué de changer, c'est pas la peine de changer le système de brevet en France uniquement, mais au niveau européen, on peut quand même penser à faire quelques petits changements, donc par exemple ajouter quelques années d'exclusivité en fonction de niveau de l'innovation. Si on peut pas avoir un accord entre tous les pays pour payer plus pour les innovations plus importantes, peut-être on peut avoir un accord pour donner 2 ans de plus de l'exclusivité. Donc ça, c'est une possibilité, mais comme je disais, c'est pas la peine pour la France uniquement et il faut discuter avec les autres pays. L'autre recommandation, c'est de reconnaître qu'il y a quelques situations où les brevets sont pas du tout adaptés, où il y a des autres outils plus efficaces. Donc, par exemple, les concours d'innovation. Donc, on peut avoir un accord avec les autres pays en Europe qu'on a besoin par exemple, un vaccin contre, je ne sais pas quelle variant de la Covid dans 5 ans, qui sait. Et au lieu d'utiliser le brevet, on paye un prix, c'est un concours, pour inciter l'innovation. Mais encore une fois, il faut avoir un accord entre plusieurs pays, parce que sinon, si la France décide de payer tout elle-même, tous nos voisins seraient très contents d'utiliser les résultats, mais sans payer. C'est ça, il faut avoir des accords et tout le monde doit contribuer, sinon il y a trop de free riding. Pour les prix, bien sûr, ça c'est aussi un sujet avec pas beaucoup de débats. En France, vous savez, c'est le CEPS qui négocie le prix en fonction de l'ASMR, le prix des médicaments au même visée, les volumes, etc. Mais malheureusement, à mon avis, il y a assez peu d'adaptation du prix après c'est fixé au début. Donc, au moment qu'un médicament arrive sur le marché, on n'a pas toujours beaucoup d'informations. Quand même, on fixe le prix et on touche pas trop le prix après. Peut-être on peut baisser, ça arrive, mais c'est assez rare que le prix change en fonction de l'information qu'on a après 3 ans, après 5 ans, etc. Donc, ça, c'est quelque chose, on peut imaginer de changer, de regarder le prix avec le passage de temps quand on a plus d'informations. Il faut aussi considérer le fait qu'en Europe, le prix dans les autres pays
sont liées au prix en France et vice-versa. Donc, on ne peut pas penser au prix en isolation et ça implique des questions de transparence, etc. On peut certainement discuter un peu plus tard. Donc, la prochaine. Sixième recommandation, c'est de faciliter l'accès aux données pour la recherche fondamentale et pour la recherche appliquée. Donc, de soutenir l'initiative de European Health Data Space ou Health Data Hub en France. Ça, à mon avis, ça coûte pas énormément, mais ça peut réduire les coûts pour les chercheurs aux universités, mais aussi dans l'industrie. Donc ça, c'est pas très compliqué, à mon avis, d'effectuer. Bien sûr, en France, on parle toujours des frictions, des freins bureaucratiques. C'est vrai, on voit que l'accès aux innovations en France, c'est un peu plus long que dans les autres pays, parce qu'il faut passer par plusieurs agences ou commissions, etc. Donc, on attend beaucoup plus en France pour les médicaments innovants que en Allemagne, par exemple. Et ça, c'est certainement quelque chose, ça change pas le niveau d'innovation, mais ça change l'accès aux innovations en France. Donc, ça, c'est aussi assez important. Pour trouver le financement pour l'innovation, soit la recherche fondamentale, soit payer des prix plus élevés pour les innovations les plus importantes, on peut trouver l'argent, par exemple, pour dépenser moins pour les médicaments pas très innovants. Donc, en France, il existe un marché beaucoup plus large par rapport aux autres pays pour les médicaments assez vieux, donc plus brevetés, mais vendus avec des marques, donc pas exactement génériques, mais on paye un peu plus. Donc, c'est pas des médicaments innovants, mais on paye pas mal. On peut faciliter ou réduire les dépenses publiques pour les médicaments moins innovants et utiliser l'argent pour soit la recherche fondamentale ou payer des prix un peu plus élevés pour les médicaments plus innovants. Et je pense que j'ai presque fini. Merci. Oui, voilà. Donc, pour finir, on avait proposé d'augmenter les budgets et l'activité pour la recherche publique, rapprocher le monde de la recherche fondamentale et ceux de la recherche appliquée et la recherche clinique, de mieux expliquer les données pour faciliter la recherche aussi et de réduire la complexité de millefeuille administrative. Ok, je passe la parole. Merci beaucoup, Margaret Kyle. Merci pour cette présentation déjà très complète. Alors, vous avez proposé quelques pistes, quelques mesures favorables à l'innovation dans votre note, voilà, qui ne manquera pas d'intéresser notre deuxième intervenante, donc Nathalie Jiménez. Nathalie, je rappelle donc que vous aussi, vous êtes enseignante à Mines Paris et que vous allez nous parler un petit peu de votre vision du capitalisme pharmaceutique, en commençant peut-être par remonter finalement à l'invention des brevets qui n'est pas si récente que cela en Europe, ou qui au contraire est relativement récente, pardon, parce que ça remonte aux années 60 seulement. Très bien, merci beaucoup Tara pour cette introduction. Je ne sais pas si je vais parler du capitalisme, le révolutionner, mais en tous les cas apporter des pistes de réflexion. Oui, donc c'est très intéressant parce que je suis ravie de rencontrer des économistes, parce que quand on fait des travaux de recherche en sciences de gestion, je pense que les économistes et les sciences de gestion du fois se parlent pas assez. Donc en fait, moi je viens du monde de l'industrie pharmaceutique, j'y ai passé 26 ans de ma carrière, donc c'est une industrie que je connais particulièrement bien. Et en fait, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises du médicament. Et en fait, en travaillant sur ces questions, quand j'ai publié mes travaux de recherche, je me suis rendu compte que finalement, l'innovation pharmaceutique, si vous
il faudrait peut-être passer les slides. L'innovation pharmaceutique, en fait, le défi et son défi se retrouvent ce qu'on appelle au cœur du contrat social qui lie l'industrie pharmaceutique à la société. C'est le premier point que je voudrais vous montrer. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est de dire que cette innovation pharmaceutique, finalement, elle se valorise aujourd'hui à travers un modèle économique qui montre ses limites pour répondre aux défis sociaux, sanitaires et écologiques auxquels nous sommes tous confrontés. On verra pourquoi. Et puis, dans un troisième point, vous invitez à une perspective et voir finalement s'il y aurait la possibilité de construire collectivement une industrie pharmaceutique que je qualifierais de plus durable. Donc le premier point, c'est qu'effectivement, le défi de l'innovation pharmaceutique se retrouve au cœur du contrat social. Alors ça veut dire quoi? D'abord, il faut rappeler que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, elles sont liées à la société par un contrat social. C'est-à-dire quoi? Une mission d'utilité sociétale, une responsabilité sociale d'entreprise qui finalement les incite à mener des projets pour prendre soin de leurs salariés, prendre soin de la société, protéger la nature. Et en fait, dans l'industrie pharmaceutique, ce contrat social, il a pris une tournure toute particulière à travers un traitement privilégié des brevets de la protection de la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que, alors hormis aux États-Unis, et peut-être que certaines personnes ont oublié, que pendant très longtemps, dans de nombreux pays européens, eh bien, le médicament n'était pas inclus dans le droit commun des brevets. Pendant plus d'un siècle en France. Pourquoi? Parce que les gouvernements de l'époque ne voulaient pas laisser l'enjeu sociétal de l'accès aux innovations, aux médicaments, on va dire dans les seules mains d'acteurs privés, autrement dit, au seul mécanisme du marché. Et seuls étaient brevetables les procédés de fabrication et parfois, dans certaines conditions, finalement, le non commercial. Et ce n'est qu'en 1968 en France, et en Allemagne, puis dans d'autres pays ensuite européens, que finalement le médicament réintègre le droit commun des brevets. Alors on peut le comprendre, parce que d'abord il y avait une dynamique d'innovation à l'époque, et puis vous comprenez bien que la santé étant un droit humain et de justice sociale sous la responsabilité des États, on comprend bien que l'industrie pharmaceutique est devenue particulièrement stratégique pour les pays pour justement maximiser les politiques de santé publique. Et donc les brevets sont devenus des outils très utiles pour inciter les laboratoires, on va dire, à mener une mission de santé publique. C'est pour ça qu'en sciences sociales, nous on considère que finalement, vous voyez, le brevet, c'est la base de ce contrat social implicite qui lie ce secteur d'activité à la société. En somme, c'est un peu la raison d'être de cette industrie, c'est de produire de la santé publique. Alors, est-ce que ce contrat social, il a fonctionné? Bien sûr qu'il a fonctionné, et il continue à fonctionner. C'est-à-dire, les innovations apportées par l'industrie pharmaceutique a permis d'améliorer l'espérance de vie en apportant des options thérapeutiques à des pathologies autrefois incurables. Il faut évidemment le reconnaître, et en même temps, il faut reconnaître que le système de brevet a entraîné le développement d'un capitalisme pharmaceutique actionnarial qui aujourd'hui, je vais le dire comme ça, enlise un peu les industriels, on va dire dans un mécanisme de financiarisation de leur modèle qui les empêche pleinement, on va dire, d'honorer ce contrat social. Donc, pourquoi? Quel est le constat finalement, si vous pouviez passer? C'est que les niveaux de rendement du capital qui sont attendus dans cette industrie sont l'un des plus élevés. Et on peut le comprendre là aussi. Pourquoi? Parce que ce sont les investisseurs qui portent le risque de la recherche. C'est eux qui investissent, parfois considérablement, et ils portent le risque de la recherche. Et comme vous le savez, dans cette industrie, le risque il est important, d'autant que ce sont des temps longs. Donc les niveaux de rendement sont très importants. Et on l'a vu, et Margaret en a un petit peu parlé, les enjeux de la recherche clinique sont importants, ils sont de plus en plus coûteux, et les retours sur investissement sont de plus en plus incertains. Donc vous comprenez bien que c'est une pression financière qui est faite sur les industriels et il est d'autant plus important, de mon point de vue, de prendre en compte cet enjeu de la pression financière que nous sommes dans un modèle économique traditionnel, c'est-à-dire de consommation de produits. Donc, imaginez, vous êtes un entrepreneur, un patron de laboratoire pharmaceutique, vous avez cette pression financière et vous êtes dans un contexte concurrentiel important. Et vous êtes face à des politiques nationalistes où chaque pays veut négocier son prix. Qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes dans ces enjeux-là? Vous allez vous adresser aux pays qui vont sans doute vous donner les prix les plus élevés, puis ensuite vous allez aller d'un pays à l'autre. C'est ce que font les laboratoires. Ils commencent par les États-Unis, ensuite ils vont au Royaume-Uni, puis ensuite ils arrivent en Europe, etc. C'est logique. Vous allez essayer d'investir dans la recherche
on va dire dans des pathologies que vous estimez être les plus rentables, c'est-à-dire là où il y a une attente d'options thérapeutiques, c'est-à-dire aujourd'hui la cancérologie, tous les laboratoires vont en cancérologie, et puis vous allez essayer de réduire vos coûts. Et comment on fait ça? On externalise ou on délocalise des fonctions aussi stratégiques que peuvent être les essais cliniques, et on voit bien la production avec les délocalisations que vous avez évoquées, Tara. Ça fait beaucoup dans le passé, il y en a encore quelques-unes aujourd'hui. Et puis surtout, comme c'est un modèle, et Margaret l'a cité tout à l'heure, où on est dans un modèle plus de niche buster, en fait, vous voyez bien, comme vous êtes dans un modèle de consommation, votre population cible diminue, mathématiquement, vous allez exiger des prix de plus en plus élevés. Donc en fait, vous voyez, c'est un modèle qui montre ses limites pour répondre aux défis sociaux auxquels nous sommes confrontés. Et surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il fragilise le système qui le fait vivre. Donc en fait, là, on est tous collectivement concernés par ce modèle, et on doit véritablement se poser la question de la pérennité. Il faut que vous nous disiez peut-être quand même, Nathalie, aussi en quoi il fragilise le système, parce qu'on pourrait se dire que ça fonctionne bien malgré tout. Il y a quand même plein d'innovations qui arrivent sur le marché. Exactement, vous avez raison. Mais si on regarde les chiffres, c'est quoi un modèle de consommation? Regardez, 2 milliards de personnes aujourd'hui n'ont toujours pas accès aux médicaments essentiels. Je crois que c'est 35% des anticancéreux disponibles dans les pays du Sud. Mais si on vient en France, regardez les quelques chiffres en France. Le coût moyen d'une année de vie gagnée grâce au traitement anticancéreux a été multiplié par 10 en 20 ans, pour la même qualité. 20 fois plus les délocalisations ont entraîné, vous le savez, des tensions d'approvisionnement. C'est 20 fois plus selon l'ANSM en 10 ans. Il y a d'ailleurs eu je crois que je vous l'ai mis en référence, oui, un rapport sénatorial de 2018 qui montre que, oui, ces pénuries, ces risques d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement, évidemment, c'est potentiellement une perte de chance pour le patient, mais c'est aussi un coût humain et un coût financier très important. Le rapport démontre que la PHP y consacre 16 équivalents temps plein par semaine, rien que pour gérer les changements de traitement et les risques. Et puis, vous comprenez bien que dans un modèle de consommation, vous avez des risques d'approvisionnement sur certains produits, et puis vous avez du gaspillage, parce que c'est un modèle de consommation sur d'autres produits. Et là, on estime que le gaspillage, il est à hauteur de 1,5 kg de médicaments qui seraient gaspillés par an et par Français. Donc vous voyez, ça questionne aussi finalement l'empreinte écologique du médicament. Et récemment d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu le rapport du Shift Project qui vient de sortir sur décarbonant la santé, fin d'année 2021, que je vous invite à lire, et qui montre que finalement, quand on regarde un parcours du patient, eh bien, 40 à 50% des émissions de gaz à effet de serre sur ce parcours du patient est due à l'achat et à l'utilisation des médicaments. Donc on voit bien que ce modèle-là de consommation montre ses limites pour répondre aux défis sociaux, économiques et écologiques auxquels nous sommes confrontés. Et pourtant, on a besoin d'une industrie pharmaceutique forte. Oui, alors forcément la question c'est de savoir est-ce qu'on peut construire un modèle différent, enfin peut-être pas un contre-modèle, mais au moins un modèle où justement ce capitalisme pharmaceutique va se transformer un petit peu. Oui, en tous les cas, ce que je pense, c'est que toutes les questions qu'on se pose sur les enjeux de l'innovation aujourd'hui, sur le retard français ou les enjeux de la relocalisation, au regard de ce constat, moi, ce que je préconise, c'est un peu mes travaux de recherche et un peu dans la dynamique de ceux de l'ADEME d'ailleurs, c'est de réfléchir à ces enjeux pour justement expérimenter des modèles qui seraient plus durables. Et donc, l'un des axes de progrès, ce serait dans certaines pathologies, du moins, de renforcer ce que Margaret rappelait, ces coalitions publiques-privées, mais je rajouterais aussi universitaires, pour développer des modèles qu'on appelle de la coopération et de la fonctionnalité. Là, je pense que vous pouvez évidemment passer, voilà. Et du coup, ces modèles de coopération et de fonctionnalité, c'est-à-dire déjà agir en coalition, publique, privée, philanthropique, pour innover ensemble et apporter non plus des produits, mais apporter des solutions de santé qui apportent des solutions concrètes à des situations sanitaires et des situations médicales précises. Et en fait, l'idée de ces modèles de fonctionnalité serait de ne plus valoriser le médicament, le produit en tant que tel, mais la performance de l'usage du médicament en
en vie réelle. C'est là que je rejoins Margaret en disant qu'il faut évaluer l'efficacité des traitements au fur et à mesure, mais rien ne nous empêche d'ajouter des critères sociaux, d'impact socio-économique, voire des mesures écologiques pour mesurer véritablement la performance de l'usage. Et au-delà, vous voyez, une performance d'usage individuel permettrait d'avoir une mesure de l'utilité collective de certains produits. Et du coup, qu'est-ce que serait par exemple ce type d'indicateur? On pourrait très très bien imaginer valoriser une baisse d'hospitalisation, la baisse d'un nombre de décès, par exemple le retour à l'emploi de personnes qui seraient arrêtées depuis une longue maladie grâce à des médicaments. On pourrait valoriser, imaginons, prochaine crise, une nouvelle zoonose. On est à l'échelle internationale, on agit en coalition, public, privé, philanthropique, eh bien on valorise un nombre de pays approvisionnés. Vous voyez, on est dans une logique d'utilité, parce qu'on sait bien que les zoonoses, la réponse, elle est transfrontalière. Et puis, on peut très très bien valoriser aussi des critères écologiques, c'est-à-dire une faible empreinte écologique d'un médicament. Donc, en fait, ce serait vraiment mettre le capitalisme pharmaceutique, vous voyez, les brevets, non plus dans l'idée qu'ils financent un produit d'un laboratoire, mais véritablement une solution de santé, et collectivement, les gens agiraient. Donc l'idée, ça serait de prendre appui un peu sur des coalitions qui existent. Il ne faut pas réinventer la science. En fait, vous savez, les coalitions publiques-privées, elles existent. Il y a par exemple à l'échelle internationale le GARP qui lutte contre l'antibiorésistance. Vous avez la CEPI qui lutte contre les futures pandémies. En Europe, il faut l'imaginer que ces rassemblements de pays, je crois que c'est la salle d'après, oui, donc on peut imaginer que ce mécanisme de coalition publique-privée s'organise à l'échelle de l'Europe. Et pour ça, il faudrait que les pays ils acceptent de se rassembler, ils acceptent d'investir ensemble pour pouvoir augmenter l'enveloppe, comme le disait Margaret, de la recherche fondamentale et de pouvoir partager les risques davantage avec les industriels. C'est ça qui est vraiment le facteur clé en fait de l'innovation de demain. Et si on partage les risques, on partage les succès, parce que c'est ça l'idée de développer un modèle économique de fonctionnalité. Donc il faudrait prendre appui sur des initiatives qui sont déjà engagées, comme la Banque européenne d'investissement, le programme de l'Union pour la santé. Vous savez que pour répondre au prix un peu trop élevé des anticancéreux, il y avait eu des coalitions de pays qui s'étaient déjà montées depuis 2015. Alors ils font des achats groupés aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut dépasser les achats groupés, mais véritablement, pourquoi pas être déjà dans des achats groupés anticipés, comme on l'a vu pour la crise, mais au-delà de ça, d'investir ensemble. Donc il faut que les gouvernements peut-être osent un peu sortir de ce rôle de payeur, de régulateur, et de passer un peu à un rôle d'investisseur, donc un petit peu plus entrepreneurial, pour investir ensemble, parce que comme le disait Margaret, un seul pays ne pourra pas porter l'innovation, ce n'est pas possible, donc il faut un rassemblement des États. Alors on peut l'espérer à l'échelle mondiale, mais déjà l'espérer à l'échelle de l'Europe, ça serait plutôt pas mal. Et pour moi, vous voyez, c'est vraiment pour les investisseurs, parce que ce qu'il faut savoir quand même, je voulais quand même apporter ce point de signalement, mais on pourra... Ce sera le dernier, oui, peut-être. Le dernier, on en parlera. Ouais, on en parlera, je pense, pendant la discussion. Je voudrais bien. C'est que ce genre de modèle économique, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle des modèles économiques un peu à impact positif. Vous voyez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la finance s'y intéresse de plus en plus. Je vous dis ça parce que, en fait, un peu grâce, on va dire, à la réglementation. C'est-à-dire, il y a un mécanisme qui commence à se mettre en place où les financements, les investisseurs vont vers les entreprises qui ont une performance sociale, une performance écologique qui démontrent en tous les cas une performance sociale et sociétale et écologique. Donc, on a une orientation des financements vers des entreprises qui ont une volonté d'apporter de la valeur sociétale. Donc, il y a un mouvement favorable à ce type de modèle économique. Et je pense qu'au sein d'une Europe de la santé, ça permettrait véritablement aux États membres, aux laboratoires pharmaceutiques et aux investisseurs, vous voyez, de développer un modèle de co-bénéfice. On partage les risques et on partage les succès, on négocie les rendements sur du long terme. Et voilà, c'est ce que je pense, que ça serait le passage d'un capitalisme actionnarial à un capitalisme partenarial. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Voilà.
Oui, merci beaucoup Nathalie Jiménez. Donc, modèle économique à impact positif, j'ai noté, on en reparle tout à l'heure pendant le débat. Et on va d'abord se tourner vers Louis Bégard, qui travaille, lui, à la Direction générale des entreprises à Bercy. Alors, vous avez parlé forcément un peu de souveraineté, Nathalie, puisque vous disiez que les États doivent peut-être un peu changer leur modalité de financement, d'investissement dans l'innovation pharmaceutique. On va voir tout ça avec Louis. Vous représentez l'État, si j'ose dire, et vous allez nous détailler d'abord peut-être le plan innovation santé 2030, je pense, qui, lui, consacre des milliards à l'industrie pharmaceutique. Tout à fait, merci Tara, bonjour à tous. Alors je suis un petit peu moins ambitieux, j'ai qu'une slide, mais il y a, comme vous l'avez vu, il y a effectivement des montants très importants qui sont consacrés à l'innovation en santé. Alors je représente l'État, même plus largement la puissance publique, et on pourra élargir aux interventions notamment des collectivités territoriales dans le secteur de la santé qui sont assez importantes. Et puis d'autres agences aussi, qui sont des agences autonomes, qui interviennent dans le secteur de la santé. Alors effectivement, je travaille à la Direction générale des entreprises. Donc la Direction générale des entreprises, elle a pour objectif notamment d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans le secteur industriel spécifiquement, de veiller au renforcement du tissu industriel français et européen. Donc c'est une véritable mission d'intérêt général. Et donc l'équipe santé travaille dans le service de l'industrie de la Direction générale des entreprises. Et donc, comme vous l'avez souligné, Tara, au sein du ministère de l'économie, des finances et désormais de la souveraineté industrielle et numérique. Donc c'est une nouveauté aujourd'hui en 2022, donc qui va certainement nous permettre d'approfondir nos actions en matière de renforcement du tissu industriel français. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un point très important pour la Direction générale des entreprises. Donc peut-être commencer par une présentation, avant de parler du plan Innovation Santé 2030, des différentes administrations qui interviennent dans le champ de la santé en France. On ne l'a pas encore évoqué, mais il y en a beaucoup au-delà du ministère de la Santé. Déjà à Bercy, donc, on a donc, la Direction générale des entreprises, donc l'équipe santé. On a également la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, qui intervient dans le champ à la fois de la sécurité des produits de santé, avec la NSM aussi, qui intervient aussi dans le champ de la transparence des prix. Donc ça c'est très important, de l'information tarifaire auprès des patients, et qui intervient aussi dans le champ concurrentiel, c'est-à-dire veiller au respect des règles du jeu concurrentiel entre les entreprises, pharma, mais également concernant également les établissements de santé. Ensuite, il y a également la Direction générale du Trésor, on ne va pas peut-être toutes les évoquer, mais il y a une équipe santé au sein de la Direction générale du Trésor qui fait des études de marché, des propositions de politique publique, et la Direction du budget aussi qui a une équipe santé sur le volet purement budgétaire. Et ensuite, il y a évidemment le ministère de la Recherche, on pourra en parler, le ministère de la Recherche qui a une équipe santé qui est très focus évidemment accompagnement de l'innovation, de la recherche, et on a parlé de la recherche fondamentale tout à l'heure, on pourra l'évoquer à nouveau. Et puis évidemment donc le ministère de la Santé. Donc nous on travaille avec beaucoup de directions du ministère de la Santé. On peut évoquer la direction de la Sécurité sociale, qui elle travaille vraiment sur le focus budgétaire dans le domaine de la santé. La Direction générale de la santé, dont on a beaucoup parlé pendant la crise et qui est en charge de la préservation de la santé publique, et notamment dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, de veiller, de contrôler les tensions d'approvisionnement sur les produits de santé, veiller au renforcement de la sécurité d'approvisionnement sur un certain nombre de produits de santé essentiels et stratégiques, on l'a vu pendant la crise. Et ensuite, donc la NSM et puis la DGOS, donc la Direction générale de l'offre de soins, qui elle travaille davantage sur les modalités d'organisation des professions de santé, établissements de santé. Et dans le champ industriel, c'est la commande publique, on pourra en parler des achats publics hospitaliers, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais qui offre aussi des débouchés pour l'industrie pharmaceutique, et c'est important dans le modèle économique. À vous entendre, on entend quand même que c'est le millefeuille dont parlait Margaret Kyle tout à l'heure existe peut-être dans l'administration française. Il y a beaucoup d'acteurs. Alors il y a beaucoup d'acteurs, mais tous ont quand même un périmètre différent. Donc on travaille en collaboration, ils ont un périmètre différent, chaque direction a ses compétences. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de millefeuille administratif tant qu'on n'a pas de direction qui se marche dessus. Donc ça, tant que vous collaborez et que vous coopérez. Voilà, sur des périmètres différents. Donc ensuite, il y a des administrations qui interviennent spécifiquement
dans l'accompagnement des entreprises, donc on le verra à travers le plan Innovation Santé 2030. Donc la DGE, on a Business France, on pourra en parler, c'est très intéressant, qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'investissement en France. Et donc on travaille beaucoup avec eux, notamment d'investissement industriel. Donc on peut avoir un laboratoire pharmaceutique qui a pour objectif d'investir en France. Et dans ce cas de figure, on va l'accompagner avec Business France en mobilisant différents outils. On a le ministère des Affaires étrangères, la direction de la diplomatie économique, qui travaille à l'exportation du modèle français et à l'accompagnement de l'exportation des produits de santé à l'étranger, donc extrêmement important. Le SGPI aussi, le secrétariat général pour l'investissement, qui travaille sur le suivi et le déploiement des grands programmes d'investissement, notamment en santé, et puis la Banque publique d'investissement, très très important. Donc toutes ces administrations ont participé à l'élaboration du plan Innovation Santé 2030, donc qui a été annoncé par le président de la République en juin 2021. Donc c'est un plan extrêmement ambitieux, 7,5 milliards d'euros consacrés à l'innovation, donc c'est absolument historique. Et ensuite, donc, on a un comité de suivi qui a été mis en place en décembre 2021 pour veiller, donc ça c'est évidemment important, à ce que toutes les mesures de ce plan, il y en a plusieurs dizaines, puissent être mises en œuvre de manière très efficace. C'est un peu la théorie du dernier kilomètre, il faut veiller à ce que ces mesures soient mises en place. Donc il y a un premier volet dans le plan Innovation Santé 2030, c'est le volet recherche. On pourra en rediscuter après. On peut évoquer une mesure phare. Donc l'objectif, notamment, c'est de constituer des clusters. Des clusters comme on a par exemple à Boston avec un cluster qui fonctionne extrêmement bien. Donc veiller à reproduire ce modèle-là en France. Donc les clusters, c'est quoi? C'est des lieux donc géographiquement qui permettent de réunir des instituts de recherche, des acteurs académiques, des établissements de santé, des grandes universités, le MIT aux États-Unis, des industriels, des startups, donc pour créer des synergies et stimuler la créativité et l'innovation. Donc dans le champ du plan Innovation Santé 2030, on pourra en rediscuter. On a 300 millions d'euros qui sont mis sur la table pour constituer 3 clusters de dimension mondiale, qui vont se déployer dans les prochaines années. On en discutera sûrement, mais est-ce que vous avez déjà les lieux ou pas défini les lieux ou sont-ils encore Les lieux, ils sont encore en cours de réflexion, certainement autour des grands lieux d'investissement en santé. Donc, on ne sait pas encore dans quelle ville ça va se faire, d'accord. On ne sait pas encore dans quelle ville. Donc après, on verra effectivement sur quel site précisément, mais certainement autour des grands lieux d'investissement en santé, l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, autour de Lyon, mais les réflexions sont encore en cours. Ensuite, il y a un deuxième axe, c'est les essais cliniques. Donc Margaret et Nathalie l'ont évoqué, très très important d'accompagner, de simplifier les modalités d'autorisation des essais cliniques. Donc ça, c'est primordial. Il y a 500 millions d'euros qui sont mis sur le sujet. Donc l'objectif concrètement, c'est de veiller à ce que les autorisations délivrées par ce qu'on appelle les CPP, les comités de protection des personnes, soient beaucoup plus rapides, que leurs modalités de fonctionnement soient meilleures. Donc c'est-à-dire on augmente leurs moyens financiers, administratifs, informatiques, pour que ce soit beaucoup plus efficace et que les industriels effectivement s'y retrouvent plus facilement. Et à la fin, c'est pour le bénéfice du patient, puisque l'objectif, c'est qu'il y ait des traitements le plus rapidement possible qui soient délivrés aux patients. Donc ça, c'est le volet essais cliniques. Il y a un autre volet qui est effectivement traité notamment par la Direction générale des entreprises, c'est les stratégies d'accélération dans 3 domaines phares: biothérapie, santé digitale et maladies infectieuses et émergentes. Donc 2,5 milliards d'euros en tout, donc c'est considérable. L'objectif, c'est de stimuler l'innovation, renforcer le tissu industriel français via des appels à projets sur des segments spécifiques qui sont à destination des entreprises. Donc elles peuvent postuler et ensuite être soutenues financièrement et accompagnées par l'État. 4e thématique européenne, très importante, on l'a évoqué. Donc là, c'est ce qu'on appelle le PIEC, le projet important d'intérêt européen commun en santé, donc qui est doté de 1,5 milliard d'euros. Donc la France s'est engagée à mettre 1,5 milliard d'euros pour soutenir des entreprises françaises qui ont pour objectif de constituer ce projet européen. Donc c'est un projet transnational. L'objectif, c'est qu'il y ait évidemment d'autres
États et d'autres entreprises à travers l'Europe qui s'associent à ce projet pour créer des projets transnationaux en matière de la R&D jusqu'au premier déploiement industriel sur différentes thématiques. On pourra évidemment y revenir. Donc 1,5 milliard d'euros, c'est absolument historique et c'est extrêmement important d'avoir des projets européens et de dépasser uniquement le cadre du financement français, donc c'est indispensable. Mais financement français qui est quand même important. Louis Bégard, et par exemple la Banque publique d'investissement en France consacre elle aussi une somme même supérieure au PIEC. Ouais, tout à fait. En fait, on a donc la Banque publique d'investissement, un opérateur extrêmement important qui joue un rôle aussi dans le cadre des stratégies d'accélération, qui compte effectivement mettre 2 milliards d'euros sur l'accompagnement au développement des entreprises dans le secteur de la santé. Donc c'est une somme considérable qui donc a été décidée en juin 2021. Et donc l'objectif, ça va être notamment des aides directes aux entreprises, ce qu'on appelle aussi des aides en fonds propres pour stimuler l'investissement des entreprises, ou des aides en fonds de fonds, ce qu'on appelle donc des aides à travers d'autres fonds d'investissement. Donc BPI est un opérateur évidemment central pour l'État et pour stimuler l'innovation en santé. Donc 2 milliards d'euros, ce qui est considérable. Enfin, il y a un dernier volet, donc c'est l'accès au marché. On pourra développer ensuite sur ce volet-là. Donc on a des dépenses de santé qui ont été avec une croissance de 2,4% au sein de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, de l'ONDAM, qui est donc un indicateur de maîtrise des dépenses. Donc l'objectif, c'est aussi d'être dans une logique qui est moins baissière sur les produits de santé et donc qui est à la hausse avec un niveau de croissance plus élevé des dépenses de santé, ce qui permet de dynamiser le secteur évidemment des médicaments et des dispositifs médicaux et d'avoir des prix un petit peu plus élevés sur le volet accès au marché. Puis après, il y a beaucoup d'autres mesures, on pourra en rediscuter, mais en tout cas, voilà, ce plan, il est très, très, très ambitieux. Il est historique, il a prévu l'objectif, c'est de se déployer sur les prochaines années, sur les 3 prochaines années, donc avec tous les opérateurs de l'État. Merci beaucoup Louis Bégard pour cette première intervention et on va pouvoir passer au débat puisque vous avez tous les trois quand même posé un peu les bases de ce paysage d'innovation pharmaceutique. Vous avez terminé Louis par ces 7,5 milliards consacrés à l'innovation. On voit quand même que c'est beaucoup d'argent qui va être petit à petit progressivement mis sur la table. La question, c'est peut-être de savoir quand même à quelle fin et puis comment est-ce qu'on va l'orienter, cette somme, puisque effectivement, elle doit servir à cette innovation pharmaceutique. Et ça me permet de rebondir sur une première question qu'on a reçue, une première question via le chat, qui pose effectivement la question de la relocalisation. Donc, est-ce qu'il y a une relocalisation, demande cette personne qui nous regarde en ce moment, de la production médicamenteuse depuis la pandémie? Et c'est vrai que c'était aussi un des objectifs sans doute du plan Innovation Santé. Enfin, ça a été beaucoup dit par l'exécutif, par le chef de l'État. Il faut qu'on relocalise en France l'industrie pharmaceutique et il faut qu'on devienne un peu plus autonome, notamment en cas de crise sanitaire comme celle qu'on a vue. Qui veut prendre la parole en premier? Louis, peut-être? Oui. Si vous voulez, effectivement. Alors, la relocalisation, c'est vrai que je n'ai pas abordé le terme, mais c'est la priorité du gouvernement, notamment de la Direction générale des entreprises, de la Direction générale de la santé et d'autres directions. Donc, concrètement, en fait, c'est vrai que ces stratégies d'accélération, notamment, elles ont pour objectif de soutenir le tissu industriel français, donc des entreprises qui souhaiteraient investir en France. Créer des sites de production, peuvent évidemment bénéficier de financement dans le cadre des stratégies d'accélération. Donc ça répond à cet objectif de relocalisation. Et puis donc voilà, donc c'est vraiment la relocalisation, c'est un objectif majeur des stratégies d'accélération. Et on peut même remonter un petit peu en amont, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. Le premier plan de relance qui a été mis en place à partir de l'été 2020, donc post-crise. Son objectif majeur, c'est de renforcer l'autonomie stratégique de la France et de faire en sorte qu'il y ait une souveraineté sanitaire et industrielle beaucoup plus forte à travers 2 outils, c'est un peu technique, mais un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Capacity Building et un autre, l'appel à projet Résilience. Et donc, c'est des financements qui ont été alloués concrètement à la stimulation de l'innovation, donc des produits innovants, des procédés innovants, donc des entreprises qui souhaitent
revenir en France, qui sont situés à l'étranger, qui souhaitent revenir en France, créer des sites de production, ou alors tout simplement des entreprises déjà localisées en France qui souhaitent étendre leurs sites de production existants, qui souhaitent moderniser leurs sites, digitaliser leurs sites à travers des procédés innovants, peuvent bénéficier, enfin ont pu bénéficier d'un accompagnement de l'État de manière très importante, puisqu'on a quasiment plus d'1 milliard d'euros qui ont été mis sur la table à travers, en santé, à travers ce volet. Avec quand même la question de savoir ce qu'on appelle peut-être les industries innovantes. Alors je me tourne peut-être vers Nathalie Jiménez ou Margaret. Voilà, Margaret a saisi son micro. Voilà. Vers quel type d'entreprise vont ces financements ou qu'est-ce qui serait nécessaire? Pardon, je voulais juste ajouter que je relocalisation, c'est pas forcément la fin des pénuries. Parce que, par exemple, récemment aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a une grosse pénurie de lait pour les bébés, le lait en poudre. Du lait en poudre, oui. Et c'est pas parce que c'est importé de la Chine ou d'Inde, c'est même pas possible d'importer facilement le lait de poudre d'Europe aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de protection, beaucoup de réglementation. Le problème, c'est pas le fait que c'est pas produit aux États-Unis, parce que c'est produit aux États-Unis, mais dans effectivement une usine. Donc, une seule usine. Et donc, dans les situations comme ça, même si on a relocalisé la production en France, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas être complètement dépendant sur un site. Il faut avoir plusieurs sites. Donc, voilà. Et des fois, c'est plus efficace, même si ce n'est pas produit en France, d'avoir l'option d'acheter ailleurs. C'est nécessaire aussi. Oui. Donc, non, mais c'est vrai que cette notion de site unique, elle est très importante, et notamment dans les pays d'Asie, si on revient vers les médicaments, on sait qu'il y a certains médicaments dont les principes actifs sont fabriqués dans une seule usine, il me semble, hein, Nathalie Jiménez. C'est exactement ça, et c'est ce qui, dès lors qu'il y a un souci de normatif, de contrôle, eh bien, toute la chaîne est bloquée. Donc en fait, Margaret a raison, si on met le même système, même en Europe, parce que bon, je pense que cette relocalisation, je ne sais pas Louis ce que vous en pensez, mais il faut quand même la penser à l'échelle européenne, je pense. Après, je comprends les enjeux de la France et de l'ancrage territorial français, évidemment, mais c'est vrai que quand on discute avec les entreprises, on voit bien quand même que l'enjeu, il est au niveau européen. Mais oui, vous avez raison, et je pense, sincèrement, pour revenir sur le sujet quand même plus large de l'enjeu écologique aussi que portent ces usines modernes, parce que ça aussi, c'est quand même un grand sujet, pour répondre à tous ces défis, ne pas négliger la question de la coopération sur ces sujets. Je pense que vraiment, l'industrie doit davantage coopérer sur des niveaux de chaîne de valeur qui sont moins dans la concurrence finalement. Et on devrait imaginer des clusters aussi industriels, ça existe, d'une manière beaucoup plus large, pour créer finalement des écosystèmes favorables à la production, avec plusieurs sites de production. Enfin, en tous les cas, qui créent cette indépendance, mais le penser en impact positif pour la société en fait, et pas que uniquement dans une recherche de productivité laboratoire par laboratoire. Être davantage dans des stratégies coopératives pour plus d'impact positif, et je pense qu'il y a une maturité pour amener ces sujets-là. Post-Covid, il y a quand même des dirigeants avec lesquels je discute qui sont matures sur ces sujets pour travailler sur des clusters industriels puissants. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Louis, veut-il répondre? Oui. Est-ce que le micro marche? Oui, très bien. Alors c'est l'objectif aussi du PIEC, finalement, c'est-à-dire le projet important d'intérêt européen commun en santé, donc 1,5 milliard d'euros mis par la France, et donc beaucoup d'autres pays. Il y a 16 pays qui se sont associés à ce projet, donc via la signature de ce qu'on appelle un manifesto, donc en mars 2022. Donc 16 pays majeurs, donc l'Espagne, l'Italie, beaucoup de pays d'Europe de l'Est, énormément, donc 16 pays, c'est considérable, et qui font le choix de financer leurs entreprises à l'échelle de leur pays, mais dans le cadre d'un projet global au niveau européen, donc sur des aires thérapeutiques dédiées. Donc ça va être notamment les thérapies géniques et cellulaires, ça va être notamment certains produits pharmaceutiques et des molécules critiques, notamment dont on a pu constater la criticité pendant la crise. Ça va être aussi, au-delà du volet pharmaceutique, le volet des technologies médicales indispensable. Il y a pu y avoir, pendant la crise, des tensions d'approvisionnement sur les dispositifs médicaux. Donc c'est un projet européen qui va permettre de financer, donc chaque pays va financer des projets de la R&D jusqu'au premier déploiement industriel. Donc c'est pas vraiment un soutien industriel en tant que tel, mais ça permet vraiment
sur la chaîne de valeur du produit de santé d'aller relativement loin dans le financement. Donc ça, c'est très important. Et l'objectif, c'est de combler des défaillances de marché. Donc les défaillances de marché, c'est des tensions d'approvisionnement dont on a pu constater la vigueur pendant la crise, avec, et ça c'est important, et vous le disiez un petit peu en substance tout à l'heure, avec des contreparties. Parce que donc c'est une alliance publique-privée, donc il y a des financements publics, il y a des financements évidemment de la part des entreprises, et à côté de ça, il faut qu'il y ait des contreparties, donc il peut y avoir un partage des droits de propriété intellectuelle à travers le PIEC. Donc ça c'est absolument fondamental, qui est justement une sorte de deal entre les entreprises et la puissance publique dans le financement public. On le voit à travers le PIEC, mais on le voit sur d'autres soutiens. Peut-être revenir sur le volet relocalisation. Alors effectivement, par rapport à ce que disait Margaret, donc il faut qu'il y ait, je suis tout à fait d'accord, une diversité de lieux de production. Et effectivement, si vous avez uniquement un seul site de production sur le territoire national et il ferme pour des raisons de difficulté d'approvisionnement, ça ne fonctionnera pas. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire. Donc il faut qu'il y ait une diversité de sites. Donc par exemple, la diversité de sites, vous pouvez avoir un site sur un produit de santé concerné, donc les vaccins, imaginons, en France, un site en Espagne sur un autre volet de la chaîne de valeur, un site en Allemagne, au Portugal, ce qui permet d'assurer une sécurité d'approvisionnement de l'Europe, mais aussi du marché français. Donc ça, c'est oui, il faut penser un peu transnational, mais peut-être pas jusqu'en Chine ou en Inde, quoi. Il faut... Voilà, oui. Et exactement. C'est-à-dire que c'est l'objectif de la politique gouvernementale du précédent quinquennat, effectivement, c'est d'aller dans cette logique-là, de dire, bon, on est très dépendant sur certains produits de santé stratégiques et essentiels vis-à-vis de l'Inde et de la Chine, donc de rompre avec cette dépendance en mettant des financements sur la table, en contrepartie d'engagements fermes pour justement inciter vraiment les industriels à produire pour le bénéfice du patient. Je veux pas piéger ni Margaret ni Nathalie, mais peut-être vous pourriez rappeler l'une de vous deux la dépendance quand même à la Chine en termes notamment de principes actifs. On produit combien? Quel est le pourcentage? Vous savez, Nathalie? Écoutez, je pense qu'à une époque, aujourd'hui, on dit que 80% de la production, elle est en Chine ou en Inde. La Chine, elle fait plutôt les principes actifs et plutôt l'Inde les produits finis, en fait, les génériques. Voilà. Après, c'est vrai que l'enjeu de la relocalisation, dans le PLFSS 2021, ça avait été un sujet. C'est vrai que quand on lit, on comprend bien qu'il y a évidemment des mesures incitatives. D'abord, il ne faut pas négliger quand même les entreprises qui sont restées en France, quand même, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont besoin aussi d'être accompagnées, et j'en connais quelques-unes qui n'ont pas fait le choix de la délocalisation, donc c'est important de bien repenser, puis de soutenir ces industriels-là, de pas voir que des mesures incitatives pour faire revenir des gens, des laboratoires qui ont quand même déserté à un moment donné. Mais juste celles qui sont restées en France, ce sont des petites entreprises ou des... Pas que. Non, il y a des boîtes françaises qui sont restées sur le territoire français, qui ont continué à faire de la production, voilà. Vous savez, on fait des reproches à Sanofi, mais qu'on le veuille ou non, Sanofi, c'est quand même une entreprise, c'est quand même un laboratoire qui n'a pas désinvesti la production, qui n'a pas désinvesti la recherche, qui est quand même sur toute la chaîne de la valeur. Voilà, on peut saluer quand même. Alors qu'il y a des laboratoires qui ont quand même désinvesti la production, qui ont quand même désinvesti même la recherche et qui sont un petit peu des investisseurs de flux de brevets. Hein. Donc là, on peut pas dire ça d'entreprises françaises comme Sanofi, qui sont quand même bien ancrées. Ça veut dire que vous n'opposeriez pas Sanofi et les investissements de l'État qui a aidé Sanofi. On a vu, par exemple, le président de la République sur le site à Marcy-l'Étoile, etc. Voilà, et des petites entreprises de taille plus modeste qui seraient restées en France et que l'État voudrait soutenir maintenant. Non, il faut soutenir ce tissu industriel français. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Il ne faut pas les opposer, il faut les mettre dans des dynamiques. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve un peu amusant dans vos propos, c'est qu'en fait, vous parlez de marché, c'est intéressant. Vous utilisez finalement le langage industriel, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que pour puissances publiques, je m'attendais à que vous parliez de l'accès aux patients, parce que c'est vrai que finalement, l'enjeu de la relocalisation, faut jamais remettre que le but du but. Une innovation, elle n'a d'utilité que si elle arrive au patient, que si finalement elle a un impact bénéfique pour le patient. Il faut remettre quand même cette utilité de l'innovation. Ce qu'on disait, il y a des médicaments aujourd'hui qui sont distribués, qui sont produits, qui n'ont peu de valeur médicale ajoutée, et d'autres qui ont des véritables performances médicales. Et je pense que, comme le disait Margaret, il faut quand même avoir une lecture un peu différente. Et justement, sur ces médicaments matures, peu importants, l'idée d'un médicament score, vous savez, qui pourrait donner
orienter le patient dans ses choix en disant, ben voilà, la valeur médicale, la valeur sociale, la valeur écologique que pourrait apporter un médicament, ça pourrait être vraiment des outils qui guideraient les patients à vraiment choisir leur traitement. Je parle de ceux qui sont matures, pas sur prescription, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que voilà, quand même, normalement, ce sont les médecins qui orientent les On parle de consommateurs ceux qui sont utilisés, bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de remettre cette utilité du patient au cœur quand même de tous les projets que vous menez, parce que l'innovation n'a de sens que si elle a un impact auprès de la société, hein, en fait. Oui. Qui veut répondre à Lou? Peut-être réagir effectivement sur le premier volet, donc le volet accompagnement des industries déjà implantées en France, et ensuite sur le volet vraiment santé publique, de l'aide publique qui est fondamental, vous avez tout à fait raison. Sur le volet aide des entreprises qui sont déjà situées en France pour dépasser un petit peu la logique de relocalisation, les aides sont déjà considérables et très très marquées. Déjà on peut citer une mesure qui est objectivement exceptionnelle, qui est le critère industriel dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, ce qui est pris en compte dans la fixation du prix des produits de santé, en plus de critères évidemment d'efficacité thérapeutique du produit de santé, vous avez l'implantation des sites de production. Donc l'implantation des sites de production, c'est vraiment une mesure post-crise qui est prise en compte et qui est liée à un autre principe, hein, c'est la sécurité d'approvisionnement du marché français. Donc la loi elle est rédigée, c'est-à-dire que la fixation du prix tient compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français garantie par l'implantation des sites de production. Donc ça c'est fondamental et ça permet in fine à des entreprises qui sont déjà localisées en France de venir, on évoquait le comité économique des produits de santé, de venir devant le CEPS et de dire voilà, moi j'ai des sites de production en France et je souhaiterais que ce soit pris en compte, valorisé dans le cadre de la tarification de mon produit. Quand vous dites prise en compte, ça veut dire que le prix que va pouvoir négocier ce laboratoire pharmaceutique sera plus élevé que s'il n'était pas implanté en France, c'est ça? Ce sera effectivement l'un des critères pour avoir des prix effectivement plus élevés, ce qui est une condition sine qua non, et Margaret l'évoquait, de compétitivité de l'industrie française. Donc ça c'est absolument indispensable. Peut-être aussi évoquer le fait que c'est aussi pris en compte le fait que les entreprises soient localisées en France dans la tarification des produits de santé, au-delà de la fixation du prix, tout au long de la régulation des prix des produits de santé. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est un accord cadre qui régit les relations entre les industries pharmaceutiques et l'État, le CEPS, et donc au sein duquel en fait vous avez plein de critères qui permettent déjà de valoriser le fait que les entreprises investissent en France. Au-delà du fait qu'elles soient implantées en France, si elles investissent en France de manière continue, c'est pris en compte et ça leur permet de bénéficier d'une stabilité de prix. Ensuite, peut-être sur le volet santé publique, ce que vous évoquez, c'est très important, le fait qu'on doit prendre en compte l'intérêt du patient. À la DGE, on a un prisme industriel, évidemment, qui est très fort, mais qui est intrinsèquement lié au volet santé publique. Donc, bien sûr, j'imagine. Mais donc, le volet santé publique, donc déjà, les axes de travail de la DGE sont dictés par des préoccupations de santé publique. En mars 2020, on a eu une cellule de crise sur les masques à laquelle j'ai pu faire partie, qui a été constituée pendant 3 mois. Donc sur les tests aussi, il y a une cellule de crise sur les vaccins. Donc on est complètement dicté par des préoccupations de santé publique. Ensuite, le soutien industriel, et ça c'est très important, il est conditionné à l'efficacité thérapeutique du produit. Donc il y a des produits, des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui vont être prioritaires dans le soutien industriel. Et globalement, il y a un dialogue permanent entre le ministère de l'économie et le ministère de la Santé, donc notamment la Direction générale de la santé sur tous ces projets. On en revient à ce que disait Margaret Kall peut-être tout à l'heure dans sa présentation, c'est-à-dire effectivement, il faudrait peut-être, enfin c'est ce que vous suggériez Margaret, mieux lier la valorisation des médicaments avec l'effet thérapeutique, c'est ça? Oui, ça vous semble intéressant et important? Tout à fait d'accord avec les propositions de Nathalie. Il faut considérer l'utilité. C'est pas, donc, on a l'habitude d'utiliser l'efficacité dans les essais cliniques comme mesure d'utilité. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose parce que c'est vrai, il y a quelques médicaments qui changent pas vraiment la durée de vie, mais qui changent la qualité de vie. La qualité de vie des malades pendant qu'ils prennent ce médicament est meilleure. Ouais, voilà.
Et ça, il y a une valeur. Et il faut reconnaître les valeurs comme ça. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de pay for performance. Et il faut changer notre notion de performance. C'est l'utilité, c'est plus, il y a plusieurs facettes. C'est pas que l'efficacité dans un essai clinique. C'est pas que ça. Et actuellement, malheureusement, il y a déjà assez peu de liens entre le prix et l'efficacité thérapeutique. Il y a assez peu de changement de prix en fonction d'informations, etc. Ouais. Quand on était en train de d'écrire cette note, on a parlé avec beaucoup d'acteurs, etc. On a toujours entendu que c'était quand même assez difficile de convaincre beaucoup d'autres qu'il faut changer le modèle. Beaucoup d'autres pays, vous voulez dire, ou beaucoup d'autres acteurs en France. D'accord. Ouais. Donc, je pense que on a l'habitude de faire comme on a toujours fait, et c'est difficile de changer l'idée d'un contrat. Changer de mentalité. Voilà. Nathalie Jiménez. Bah déjà, merci Margaret pour ça, parce que je pense qu'évidemment le défi c'est vraiment ça pour demain. Vous l'avez compris, pour l'impact sociétal des médicaments, qu'on ait les médicaments utiles et qu'on mesure l'empreinte carbone aussi de tout ça. Et in fine, toutes les health data up, toutes les données de santé qui vont émerger grâce au medtech, grâce au cleantech, etc. On aura les moyens aujourd'hui, grâce aux services autour du médicament, développés aussi par les laboratoires. Il y en a beaucoup pour faire du lien ville-hôpital. Vous savez, tous les patients, ils ont leur application pour regarder si effectivement ils ont une amélioration de la qualité de vie, pour faire des rappels de prise de médicaments. Donc on a on va dire une digitalisation du soin, du parcours de soins, qui vont permettre de capturer des données en vie réelle et qui vont nous permettre et là ce sont des critères à co-construire vraiment avec les autorités, avec les industriels, avec les associations de patients, pour vraiment construire cette intelligence de l'utilité, de la performance de l'usage, qui nous permettront de dire, ben voilà, collectivement, on accepte de payer pour cet usage-là. On accepte d'être solidaires tous ensemble pour cet usage-là, et qu'on n'ait pas du gaspillage ou des médicaments qui sont bien sûr efficaces. Peut-être un tout petit mot quand même sur la façon dont c'est calculé disons pris en compte aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui on se base sur quoi? Sur l'ASMR, c'est ça? Enfin, est-ce que vous pourriez expliquer ça en 2 mots Très rapidement, en fait, oui, tout le monde pourrait le faire, mais oui, effectivement, aujourd'hui, vous avez des essais cliniques, les laboratoires montent des dossiers médicaux, ils arrivent auprès des instances de décision, la transparence, la commission de transparence, puis le comité, le CEPS, pour négocier sous la preuve d'essais cliniques, donc de la performance médicale d'un médicament. Et si on a une amélioration d'un service médical rendu supérieur par rapport à d'autres médicaments qui sont déjà commercialisés, vous obtenez un certain niveau de prix, donc et de remboursement, donc c'est pour rester simple. Donc en fait, là, l'idée, c'est de ce qu'on disait avec Margaret, c'est que là, c'est l'entrée sur le marché. Très bien. Et puis l'accès aux patients. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et après, c'est le suivi en vie réelle. Et c'est ce genre d'études, les cohortes observationnelles, ce qu'on appelle les études observationnelles, les études, et puis, qu'on doit davantage développer. Il y en a plein qui se développent, mais vraiment de le faire en co-construction, aussi avec les patients, parce que le rôle du patient est majeur. Il doit accepter, c'est pas si anodin que ça, accepter de partager ces données de santé. Alors, il ne faut pas penser qu'en fait, ce sont des données qui seront anonymisées, etc., bien sûr, mais c'est important parce que le patient est un acteur très important de l'efficience du système de santé demain pour démontrer cette utilité. Oui. Alors j'ai encore une question pour vous, Nathalie. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'idée qu'il fallait aussi qu'on valorise d'autres critères dans les investissements dans l'innovation pharmaceutique, notamment par exemple un critère écologique ou un critère, vous avez dit, social. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous avez parlé tout à l'heure, Louis, de l'ancrage territorial des entreprises qui investissaient sur les territoires. Typiquement, vous savez, moi j'accompagne les entreprises du médicament à faire ce qu'on appelle leur stratégie de RSE. C'est quoi une performance sociétale au-delà de la valeur médicale, d'apporter un médicament, évidemment, qui est quand même une valeur sociétale importante? Eh bien, c'est par exemple comment les entreprises vont développer, attirer leurs salariés, comment ils vont travailler, pourquoi pas avec Pôle emploi pour attirer des travailleurs avec un handicap, avec
comment ils vont attirer des alternants, comment ils vont former, comment ils vont créer de la richesse économique, l'économie de la connaissance sur le territoire. Tout ceci, c'est de la valeur sociétale apportée qu'un laboratoire peut totalement valoriser dans ses négociations, comme ceux qui ont décidé, eh bien, grâce aux aides de l'État, il faut le souligner, c'est vrai, pour moderniser les usines, pour évidemment avoir des usines les plus écologiques possibles, eh bien, ceux qui ont décidé de faire ces investissements, ceux qui font des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ceux qui font des efforts pour optimiser les stations d'épuration, pour réduire les risques de pollution dans les boues, tout ceci sont des critères écologiques qui, à mon sens, devraient être pris en compte de plus en plus par les autorités. Alors, question à Louis Bégard, mais aussi à Margaret juste après, parce que Margaret, on a entendu à votre accent que vous avez peut-être une expertise internationale, et voilà, ça m'intéressera de savoir ce que pensent d'autres pays de ces critères. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'en France, ces critères-là ne sont pas valorisés pour l'instant, ou le sont-ils, hein? Alors, peut-être pour commencer sur ce que vous évoquiez sur la valeur des produits, donc c'est le value-based healthcare en somme. Donc il y a des réflexions aussi au niveau de la DGE pour essayer de proposer un modèle qui permette de dépasser la logique de tarification via la quantité des soins. C'est ce qu'on voit notamment à travers la T2A, la tarification à l'activité, et d'aller vers une logique qui est plus d'efficience, de qualité, notamment par les innovations technologiques que vous évoquez à l'hôpital, et qui permettent donc éventuellement, hein, c'est une piste de réflexion, de tarifer les produits de santé différemment. Mais encore une fois, c'est une réflexion et à la direction générale des entreprises pour continuellement proposer de nouveaux modèles auprès des autres acteurs publics. Donc ça, c'est sur le volet Value-Based Healthcare. Peut-être évoquer ce que soulignait Nathalie. Alors sur le volet social, c'est absolument primordial et c'est pris en compte. C'est pris en compte parce que c'est une condition de délivrance de l'aide publique, puisque lorsque l'État délivre des financements, donc des subventions ou des avances récupérables par exemple, donc on évalue quel est le nombre de créations d'emplois prévues, déjà évidemment, heureusement, on peut prendre en compte aussi dans la délivrance d'avoirs sur remise prévue dans l'accord cadre les politiques de formation de l'entreprise. Il faut souligner aussi que il y a énormément aujourd'hui de partenariats de sites de production avec des formations diplômantes locales. Je ne vais pas citer les noms d'entreprises, mais en Seine-Saint-Denis, avec des BTS, des IUT, pour avoir des techniciens sur les lignes de conditionnement primaire, secondaire, etc. Donc il y a quand même une logique de RSE qui existe aujourd'hui, qui pourrait s'approfondir, mais qui existe. Donc ça, ce volet social, il est déjà présent dans la délivrance de l'aide publique. Ensuite, sur l'environnement. Ça, c'est vraiment une problématique d'avenir sur laquelle se penche de plus en plus la Direction générale des entreprises. Donc concrètement, dans le cadre du plan de relance lancé à l'été 2020, on a valorisé les procédés innovants qui seraient plus respectueux de l'environnement. Donc ça a été pris en compte parmi les critères justement de financement. Sur les achats publics hospitaliers, concrètement, l'objectif, c'est de donner une place plus importante aux critères environnementaux pour dépasser en fait la logique uniquement de prix, parce qu'aujourd'hui, dans les achats publics hospitaliers, pour des raisons de soutenabilité financière et de contraintes budgétaires, le critère prix est très important lorsque les établissements de santé achètent des produits de santé. C'est le prix qui prévaut le plus. L'objectif de la DGE et de la DGOS, c'est vraiment d'avoir des critères qui sont plus larges et qui dépassent ce seul critère prix. Donc le critère environnemental sera pris en compte. Concrètement, c'est quoi? Par exemple, c'est une politique de gestion des déchets d'une entreprise dans son process de production qui serait prise en compte. Très intéressant, Margaret Kyle. Peut-être un regard international. Est-ce que nos partenaires européens sont intéressés par ces mêmes critères que vient de décrire Louis Bégard? Je pense que on a quoi, 27 membres d'Europe. Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord pour chaque critère. Je pense qu'il y a un risque qu'on va avoir une concurrence entre les pays pour certaines choses. Donc, par exemple, si chaque pays décide que le prix va être un peu plus élevé, si la production est sur place,
on va avoir beaucoup de pays avec beaucoup de production et peut-être on va perdre les économies d'échelle, etc. Donc, avec un coût total plus élevé et après des dépenses publiques plus élevées aussi. Donc, il faut, à mon avis, pour des critères comme ça, avoir des conversations avec les voisins pour éviter trop de problèmes comme ça. D'accord, merci. J'en profite juste pour dire à la salle que vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez, un micro peut circuler, et prendre une question du chat avant de parler de la propriété intellectuelle, parce que quand même les brevets, la propriété intellectuelle, ça va nous occuper peut-être dans la dernière partie de la conversation, mais quelqu'un nous pose la question de savoir, alors je lis la question, c'est plus simple, vous parlez d'utilité de l'innovation et d'efficacité thérapeutique des médicaments pour le patient, comment les populations et la société civile agissent-ils en ce sens? Que peuvent-ils faire pour pousser l'État et les entreprises, ainsi que le marché, à aller dans ce sens? Est-ce que l'un d'entre vous a une opinion? Faut-il manifester pour ce genre de choses? Nathalie Jiménez. Oui, donc moi, c'est ce que je dis, c'est que vous savez, en règle générale, quand on veut changer un modèle, tout le monde doit faire un petit pas. Voilà, donc c'est comme dans un couple. Hein. Pour le coup, dans l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment un couple, hein, l'État-industrie. Moi, je crois que vraiment, les deux doivent avancer ensemble. Et le rôle du patient, pour moi, est crucial dans la réussite de l'innovation d'un modèle d'utilité. Pourquoi? Parce que le patient, il est au cœur, c'est lui qui va être dans l'usage, c'est lui qui va l'utiliser. Donc en fait, c'est à lui aussi d'accepter, comme je disais tout à l'heure, hein, de partager peut-être des données de santé, anonymisées, ce qui n'est pas simple encore. C'est quand même, malgré la protection des données, les blockchains, qui sont quand même aujourd'hui des technologies qui garantissent quand même cette protection des données, il y a quand même un enjeu des données de santé, parce que ça permet d'analyser, ça permet, si on veut mettre des critères très concrets en place, eh bien, il faut qu'on puisse avoir des données. Et pour les données, eh bien, c'est des patients qui acceptent, via des outils digitaux, de dire comment ils se sentent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont revenus à l'emploi, comme je disais. Si vous voulez mesurer l'utilité sociétale et socio-économique d'un médicament, il faut mesurer, par exemple, que cette personne, avant, elle avait 10 jours d'arrêt maladie, elle est passée à 5. Bon, voilà, hop, elle est revenue. On a créé une richesse. Et c'est comme ça que l'État va pouvoir justifier aussi son investissement, parce que finalement, on a des co-bénéfices qu'on partage avec les industriels. Et pour ça, le patient, il est au cœur, hein, le citoyen est au cœur. Donc en fait, c'est pour ça que moi je pense que dès le départ, les patients doivent être impliqués d'une manière très précoce dans la recherche. D'ailleurs, les associations de patients le demandent, oui. Ils le sont de plus en plus, et c'est très bien. Mais vous voyez, il faut vraiment passer... Donc, pour répondre, oui, ils ont un rôle clé. Et je pense que, voilà, c'est tout le monde qui fera un petit pas. Vous dire comment ça va être impulsé, je pense que... Moi, il faudrait déjà tester à partir des... Il y a l'IMI, par exemple, la coalition de recherche pour les médicaments innovants en Europe, qui est l'IMI, qui est comme le plus grand partenariat public-privé qui existe. Il y a de la recherche sur la cancérologie pédiatrique. On pourrait très très bien essayer de faire des pilotes typiquement sur ce genre de coalition qui existe. On peut parler de cluster, hein, aussi, c'est pas grave, hein, c'est la notion de coalition, c'est-à-dire vraiment des grands partenariats publics-privés et associatifs, et j'y tiens vraiment, il faut que les ONG, il faut que le monde de l'associatif soit dedans. En France, les associations ont beaucoup de poids aussi. Enfin, bien si sûr, on pense à, je sais pas, la Ligue contre le cancer ou d'autres qui financent directement la recherche. Exactement, et essayer ce type de modèle où finalement, dès le départ, on est dans une notion de recherche d'utilité et de performance d'usage pour voir quels pourraient être les critères, quels pourraient être les moyens d'amener ces innovations avec un impact positif. Voilà, par exemple. Oui, on va peut-être consacrer, on pourra évoquer d'autres thèmes, mais consacrer la dernière partie de cette rencontre économique, puisqu'on terminera à 11h30, à la question quand même de la propriété intellectuelle, parce que quand on dit innovation, forcément, on se demande comment les entreprises se rémunèrent sur ces innovations qui coûtent extrêmement cher dans le médicament. On parle de 10 milliards, je crois. Enfin, on va peut-être affiner les chiffres ensemble. Et j'aurais voulu partir d'un fait d'actualité, si on peut dire, puisque à l'OMC tout récemment, il y a eu cette demande de lever des brevets, ou cette même décision de lever des brevets de la part de tous ces pays dans la crise Covid. Donc, de façon assez synthétique, on peut dire que désormais, les pays du Sud, comme on dit, doivent pouvoir utiliser ces innovations qui ont été faites
par les pays du Nord en grande partie, sans demander forcément l'accord des entreprises qui ont fait ces innovations, qui ont réussi à découvrir ces choses-là, ces produits-là. Voilà, donc ça pose la question de la propriété intellectuelle et des brevets. Qui veut commencer sur cette grande question Non Margaret Kyle. Que faut-il penser, par exemple, de cette levée des brevets sur un certain nombre de médicaments liés au Covid et des vaccins en particulier? On sait que le LEM, qui représente l'industrie pharmaceutique, a dit que c'était délétère, que c'était une mauvaise idée. Oui, je suis à peu près d'accord que ça sert assez peu maintenant. Donc, je pense que l'accès au vaccin, ce n'était pas les brevets qui bloquaient l'accès. C'était difficile de produire les vaccins. C'est pas très simple. Maintenant, ouais, et il y avait aussi un promis par les producteurs des vaccins de pas trop insister sur les brevets. Donc, Moderna n'a pas déposé les brevets dans beaucoup de pays. AstraZeneca a dit on va pas gagner des profits pour le vaccin, etc. Donc, ce n'était pas vraiment les brevets qui ont bloqué l'accès. Et malheureusement, maintenant, on voit qu'il y a des usines en Afrique qui n'ont pas des acheteurs. Ils sont là, ils sont capables de produire, mais il n'y a plus d'acheteurs en Afrique. Donc, pour moi, à ce moment, ça sert à quoi? Ça va pas changer l'accès au vaccin énormément. Et malheureusement, ça donne aussi un signal à l'industrie que si ils trouvent un traitement très efficace, ça risque d'être voilà, on risque de l'offrir à la planète entière sans forcément les rémunérer suffisamment. Enfin, en tout cas, la question se pose. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, moi, je préférerais un accord entre les pays maintenant qu'on est prêt à payer un prix, de faire à nouveau un concours ou quelque chose comme ça, sans brevet. Donc, on dit maintenant, pas de brevet, mais on peut promettre maintenant de respecter le fait que ça coûte énormément de développer un vaccin ou un traitement. Et après, de partager, pas que, parce que il y a le brevet, mais aussi comment dit-on, la connaissance, le know-how. Donc, c'est pas que le savoir-faire. Le savoir-faire. Ouais, donc, et ça, c'est essentiel. Et si on n'a pas l'accord entre l'industrie et les autres pays, ça marche pas trop. Donc, même sans brevet, ça peut pas faciliter l'accès immédiatement, à mon avis. Nathalie Jiménez ou Louis, voilà, Louis va répondre en premier. Alors sur ce point, effectivement, c'est une problématique assez sensible. En fait, il y a effectivement un équilibre à trouver, je pense, entre l'incitation au développement des produits, donc la stimulation de l'innovation, ce qu'évoquait Margaret, et la nécessité aussi de les diffuser largement pour permettre aux patients d'en bénéficier. Donc, c'est vrai que sur l'aspect stimulation de l'innovation, c'est vrai que c'est très important aussi de protéger l'innovation et d'inciter à l'innovation. Donc le brevet, il a pour objectif d'inciter à l'innovation, parce que concrètement, vous avez une protection de 20 ans, mais qui inclut énormément de travaux de recherche, d'essais cliniques, etc. dans ces 20 ans. Et donc, effectivement, vous avez une problématique où, en fait, la protection au moment de la commercialisation, elle n'est pas extrêmement longue. C'est pour ça qu'au niveau... On a déjà passé 5, 6, 10 ans potentiellement 10 ans sur les 20 ans. Et in fine, c'est pour ça qu'il y a le certificat complémentaire de protection de 5 ans pour permettre d'avoir une protection plus longue. Et donc, on l'a vu avec le vaccin Covid. Si les industriels ont effectivement fait le choix d'investir aussi rapidement et ont mis des sommes aussi importantes, c'est aussi parce que elles savaient pour certaines qu'il y avait une protection de l'innovation. Après, il y a un point très important. Quand même une parenthèse, les pouvoirs publics ont beaucoup investi aussi. Ils ont donné des milliards à l'industrie qui a produit ces vaccins. Bien sûr. Enfin, je crois que c'est de l'ordre de 50 milliards à l'échelle mondiale, si on prend les États-Unis aussi, etc. Donc, je vous laisse continuer. C'est une incitation, effectivement. Après, il y a un volet très important, c'est le volet production et ressources humaines. C'est-à-dire que si vous faites le choix de partager les brevets, in fine, il faut aussi que les entreprises qui disposent des brevets et qui peuvent produire aient les lignes de production et les compétences RH, ce que vous évoquez
évoquiez avec le savoir-faire. Donc ça, malheureusement, ça se partage pas, ça se trouve pas très facilement. Donc ça, c'est une problématique très importante. Et ensuite, il faut absorber, ce que vous disiez, Tara, le coût de production et d'élaboration du produit, qui peut aller jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc forcément, c'est sur une seule molécule. Donc forcément, j'ai dit 10, mais je me suis trompée d'un zéro. Alors, je pense jusqu'à 1 milliard d'euros. Après, peut-être que parfois c'est plus élevé, mais en tout cas, voilà, il faut forcément avoir une protection, mais c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que il faut que les patients puissent accéder aux produits, il faut diffuser les produits, il faut qu'il y ait une stimulation de la concurrence, et il faut aussi que parfois les prix soient plus bas. Donc c'est un équilibre à trouver entre stimulation de l'innovation. Et je pense que l'équilibre, globalement, il est trouvé, à mon sens, au niveau européen et mondial. Et le fait qu'on partage les produits, qu'on diffuse les produits, oui, notamment les médicaments génériques, ensuite qui permettent d'être diffusés partout aux patients. Oui, la parole est à Nathalie Jiménez, juste pour dire que si vous dites que l'équilibre est trouvé au niveau mondial, il y a quand même plein de pays qui n'ont pas accès à des médicaments. Tout à l'heure, on citait qu'il n'y a même pas 35% des anticancéreux qui sont disponibles en Afrique, par exemple. Enfin là, avec le Covid, on a quand même vu qu'ils avaient beaucoup de mal, notamment en Afrique, mais en général dans les pays du Sud, à vacciner leur population. Nathalie Jiménez. D'abord rappeler que l'enjeu de l'accès, c'est pas d'aujourd'hui, évidemment, vous le savez bien, dans les pays à faible revenu, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Hein. Je rappelle le procès de Pretoria pour les trithérapies dans les pays du Sud. Enfin, non, mais il faut rappeler un peu plus longuement, si vous voulez bien. Donc ça a commencé beaucoup au moment du VIH, du c'est sida. là où on a vraiment marqué effectivement l'enjeu, où on s'est dit effectivement, l'Afrique du Sud était quand même ravagée par une épidémie du sida, les gens mouraient et on n'avait pas l'accès aux trithérapies. Et donc, quand les pays africains ont voulu lever les brevets, utiliser les licences obligatoires dans les contrats ADEPIC, les industriels de l'époque ont porté plainte contre l'État africain sous couvert que c'était une entrave à leur propriété intellectuelle. Donc, enjeu de santé publique et brevet, on peut toujours se poser la question de se dire est-ce que la santé et le marché sont conciliables. Donc, il y a des mesures quand même qui existent et une des réponses quand même onusiennes, c'est qu'il y a un dispositif onusien qui s'appelle Unitaid, qui est fait pour ça, hein, qui est au-delà d'être une grande centrale d'achat pour négocier des prix dans les pays du Sud. Aujourd'hui, Unitaid fait même de la recherche, finit les essais cliniques. Enfin, c'est un véritable cluster dont vous parliez tout à l'heure, Unitaid, pour permettre l'accès aux pays du Sud. Donc, juste qu'on comprenne bien, Nathalie, est-ce que vous pourriez préciser comment fonctionne Unitaid ? C'est quoi ? C'est une agence de l'ONU ? Oui, c'est ça. C'est une agence qui regroupe quel genre d'acteurs ? Des scientifiques, des acteurs économiques, beaucoup aussi d'actions philanthropiques, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un dispositif qui est fait pour favoriser l'accès dans les pays qui sont à plus faible revenu. Donc ça existe. Ça a été créé dans la continuité du Global Compact par Kofi Annan, qui est donc les grands enjeux du développement durable. Voilà, c'est en 2006, voilà, qu'importe, pour répondre à cet enjeu. Donc c'est déjà un peu ancien, 2006. 2006, oui, tout à fait. Donc en fait là, dans une situation exceptionnelle que celle-ci, que nous avons traversée, c'est vrai que de l'extérieur, on peut juste se questionner de savoir pourquoi finalement le modèle COVAX qui a été porté pour pouvoir permettre n'a pas fonctionné en fait in fine. Dans la responsabilité sociétale des entreprises du médicament, regardez ce que vient de faire le patron de Pfizer aujourd'hui, dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Aujourd'hui, il dit qu'il va donner l'accès à ces vaccins dans les pays du Sud, négocier des prix plus bas, à prix coûtant même. Oui, donc, alors je précise juste, ils viennent donc de signer un accord, c'est tout récent, ça doit avoir 15 jours à peu près, même pas, pour effectivement autoriser les pays du Sud, enfin un certain nombre de pays, parce qu'il y a une liste quand même qui est précise, qui est fermée, un certain nombre de pays vont pouvoir utiliser la technologie Pfizer avec l'accord de Pfizer. Tout à fait, donc en fait il est passé en direct avec les pays, donc très bien, moi je ne sais pas quelle est la bonne solution, ce que je sais c'est que un laboratoire peut décider, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'il a évidemment un brevet qui le protège dans le monde entier, de décider de dire qu'il va rendre accessible sa technologie. Vous aviez raison, Margaret, il y avait des problèmes en début de crise de la crise Covid. Évidemment, le transfert de technologie n'était pas si évident, mais dès lors qu'on est animé, vous voyez, en fait, le brevet, pour moi, c'est pas un souci. Le brevet, c'est que si vous mettez le brevet au service d'une économie de consommation pays par pays, oui, c'est un souci. Mais si vous le mettez au service d'une utilité collective, comme on en parlait tout à l'heure, et qu'à l'échelle mondiale, par exemple, on aurait négocié une utilité des vaccins, ça change tout. Vous avez tout intérêt, vous, en tant que laboratoire, à aller négocier des licences
pour aller faire produire, quitte à amener votre savoir-faire, développer, aider les usines à se développer localement, ce qu'on appelle de la responsabilité bottom-up. Donc on apporte et on crée de la richesse et on aide sur les territoires. On fait, voilà, donc il y a, si vous voulez, c'est une question de le brevet en tant que tel, pour moi, c'est un outil. Je pense que c'est pas le sujet vraiment, mais évidemment, il doit stimuler l'innovation, c'est indéniable. Il faut qu'il protège les investisseurs, mais il faut le relier à l'utilité. Sinon, l'innovation, elle reste dans les placards et elle n'est pas mise à disposition des populations. Voilà, c'est juste ça. Moi, j'ajoute juste un tout petit mot à ce long débat. C'est quand même que pour avoir une idée de ce qu'ont permis peut-être les brevets à Pfizer, parce que Pfizer aujourd'hui va partager sa technologie avec d'autres, mais enfin, ils ont quand même doublé leurs bénéfices nets grâce à la crise, et ils sont à 22 milliards de dollars de bénéfices nets. Donc un bénéfice net qui a augmenté de 95% exactement en 2021. Donc ce sont des sommes énormes, quoi. Donc maintenant, ils peuvent peut-être partager plus facilement leur technologie, étant donné tout ce qu'elle leur a déjà apporté. Non, mais c'est vrai. Enfin, on peut au moins se poser la question. Enfin, moi, en tant que journaliste, je me la pose. Je suis pas experte. Oui, mais voilà, moi, ce que je trouve, c'est que déjà bien que l'entreprise le fasse, et il aurait pu ne pas le faire. Donc, elle aurait pu ne pas le faire. Je salue cette décision de responsabilité sociétale. Ça me paraît être un bon avancement. Alors tout à l'heure, on a parlé, enfin je crois que c'est Louis, il me semble, Bégard, qui avait évoqué la notion de la transparence des prix. Enfin vous disiez ça dans la négociation aussi peut-être des brevets. Enfin moi je trouve que ça c'est un autre thème qui est vraiment très important. Comment sont fixés les prix des médicaments aujourd'hui, puisque c'est là-dessus aussi que vont se rémunérer les entreprises au-delà des brevets. Qui veut prendre la parole à ce sujet sur la fixation des prix? Est-ce que c'est suffisamment transparent en France, cette fixation des prix? Parce que là, pour en revenir encore à nouveau à la crise Covid et au vaccin par exemple, on n'a pas vraiment eu accès au prix qu'ont dépensé les États pour se fournir en vaccins. On ne sait pas exactement combien sont vendus chacun des vaccins qu'on a aujourd'hui pour le Covid. Alors effectivement, il y a eu des négociations au niveau européen concernant les vaccins. Effectivement, l'achat de vaccins se fait au niveau européen, tout à fait. Sur le volet vraiment purement accès au marché et fixation des prix, c'est ce qu'évoquait Nathalie tout à l'heure. Il y a un process qui dure assez longtemps, en toute transparence, qui dure parfois jusqu'à 500 jours entre la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, donc de commercialisation, qui peut être faite au niveau européen ou au niveau national, et l'accès aux patients. Donc la première étant une décision scientifique, si on peut dire, quoi, c'est ça là. Oui, alors. Attendez, je disais la première, donc l'autorisation de mise sur le marché étant scientifique, si on peut dire une autorisation scientifique, enfin alors, médicale. C'est une oui et non, c'est une autorisation de commercialisation. C'est vraiment l'évaluation thérapeutique, elle se fera juste après, surtout avec la Haute Autorité de Santé qu'évoquait Nathalie et sa commission de la transparence, qui est, je crois d'ailleurs, composée de patients. Donc du coup c'est vrai que c'est très très intéressant, et donc qui va délivrer pour le médicament le service médical rendu, qui permet donc de donner un niveau de remboursement, et l'amélioration du service médical rendu, donc la comparaison avec des produits concurrents. Existant. Voilà, donc ça c'est extrêmement important pour évaluer vraiment la valeur du produit par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, donc ça c'est fondamental. Et ensuite il y a le comité économique des produits de santé en bout de chaîne, donc le CEPS. Voilà, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Ouais. Le CEPS qui est qui est interministériel. Donc on a beaucoup de directions, on a la DGE, la DGCCRF, la DGS, la DSS sur le volet budgétaire évidemment, puisqu'il y a des contraintes budgétaires sur le remboursement, et on a aussi la CNAM, donc l'assurance maladie, et l'assurance maladie complémentaire aussi, puisqu'évidemment il y a des remboursements. Donc c'est là qu'on va fixer le prix auquel un médicament va être remboursé par la sécurité sociale, c'est ça? On va exactement fixer le prix qui sera, donc il y a deux prix. Que Nathalie a évoqué. Donc il y a le prix net et le prix facial. Le prix net, on ajoute des remises, et le prix facial, c'est un prix donc de référence que le CEPS va fixer notamment, donc qui est un prix de référence, un prix public. C'est le prix auquel on va acheter un médicament si on va en pharmacie, non? Exactement, c'est le prix facial, et donc il sera fixé effectivement par le CEPS via des négociations tarifaires qui durent un petit peu longtemps avec les industriels, et donc sur des séances hebdomadaires très concrètement. Donc ce prix-là, comme il est public, enfin je veux dire tout le monde le connaît, celui-là il est public. Oui. Alors est-ce que le prix net
qui est le deuxième prix, qui est ce que, si j'ai bien compris, ce que l'on va rembourser finalement à l'entreprise pharmaceutique. Est-ce que ce prix-là est connu? Alors c'est un prix effectivement qui est pas connu, c'est un prix auquel on ajoute des remises. Donc in fine, la différence entre le prix net et le prix facial, c'est des remises que doivent rembourser entre guillemets l'industrie pharmaceutique à la fin de chaque année. Donc effectivement, le prix facial est connu, le prix net non, il fait l'objet d'une négociation avec le CEPS. Et donc voilà, donc c'est tout un processus qui dure à peu près 500 jours et qui permet donc en fait concrètement, un industriel pharmaceutique a eu donc un avis qui a été rendu par la HAS, va devant le CEPS et ensuite il y a des négociations tarifaires entre le CEPS, donc les membres du CEPS et l'industriel qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour fixer donc un prix facial et un prix net. Des négociations qui sont un peu secrètes, puisqu'à la fin, on ne connaît pas le prix net. Donc, on ne sait pas finalement combien l'État a acheté le médicament. Nathalie Jiménez, est-ce que ça pose un problème? Pas de problème? Ça pose un problème surtout pour la transparence, et les associations de patients relèvent surtout ça, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un secteur qui a besoin de reconquérir la confiance, et ce genre de méthode, le fait d'avoir ce fameux double prix, crée toujours un peu de défiance, et quand on discute avec les associations de patients, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Mais après, on peut comprendre que cette négociation a lieu. L'enjeu des prix faciaux, en fait, il faut le remettre aussi dans le registre de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, il faut le remettre dans le cadre international, c'est-à-dire dans la négociation des prix affichés. Comme je vous le disais, ils commencent toujours par les prix dans des pays qui vont afficher les prix hauts, etc., parce que les industriels craignent un peu la perte de la valorisation de leurs produits. Donc en fait, on va dire que c'est un peu un deal qui est passé quand même avec les pays et l'industrie pour éviter qu'en fait il y ait la chute des prix en fait. Juste pour vous dire quand même qu'au-delà de la confiance que là pourrait générer ces doubles prix, en France, il y a la Cour des comptes qui a fait un rapport qui montre qu'en fait, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sur le prix faciaux que, par exemple, sont calculées les marges des grossistes répartiteurs et des pharmaciens. Donc, en fait, pas sur les prix nets. Donc, in fine, la Cour des comptes explique que de jouer à la fois sur les enjeux industriels et finalement et moins sur l'impact public, bon voilà, c'est pas si simple que ça, mais la Cour des comptes, dans ses rapports, explique que ça coûte plutôt cher à la sécurité sociale, ce genre de remise, plutôt que... Et je pense que voilà, bon, c'est tout. C'est juste pour vous apporter ce regard-là. Margaret, Kyle. Oui, et pour ça veut dire on paye, mais pas pour l'innovation, parce que les marges pour les pharmaciens, j'ai beaucoup de respect pour les pharmaciens, mais quand même, c'est pas l'objectif de monter le prix pour donner l'incitation pour l'innovation. Si c'est dans les poches des pharmaciens plutôt que dans l'industrie qui a investi, c'est pas comme on voulait. C'est toujours un peu compliqué de discuter cette question de transparence parce que si vous travaillez à l'autorité de concurrence, c'est pas clair que la transparence c'est une bonne chose. Ça peut faciliter la collusion entre les concurrents. Donc des fois, on veut pas avoir trop de transparence pour des raisons comme ça. Mais pour moi, c'est surtout cette question du prix dans le contexte global. Et donc, par exemple, si on savait le prix pour le vaccin dans chaque pays, est-ce que ça peut motiver les pays riches de payer un peu plus par rapport aux autres pays? Ou est-ce parce que comme consommateur, comme quelqu'un qui paye les impôts en France, est-ce que je regarde le prix qu'on a payé en France, je compare avec le prix en Chili ou Afrique du Sud, et je pense, mais c'est pas du tout justifié que moi, quand je paye beaucoup, ou mon pays paye beaucoup plus que les autres pays. Donc pour moi, c'est ça aussi, si on a vraiment un accord entre les pays riches de payer beaucoup plus que les pays très pauvres. Oui, mais moi de ce que j'ai compris, alors j'ai peut-être mal compris, mais moi j'ai cru comprendre qu'on ne sait même pas combien les pays voisins, sans parler même du Chili ou de l'Afrique du Sud, payent le même médicament ou le même vaccin. Donc il y a quand même une opacité. Alors ça pose la question, enfin ça rejoint ce que vous dites, est-ce que la transparence des prix favoriserait une augmentation ou une baisse des prix? C'est ça. Si c'est un moyen de comment dire, c'est un commitment device. Si on dit en Europe, il faut soutenir l'innovation, et ça veut dire il faut payer les prix plus élevés
pour faciliter, pour inciter l'innovation. Si on a une transparence de prix, c'est une bonne chose parce qu'on peut vérifier que oui, effectivement, la Grèce a bien payé comme il faut, la France a bien payé comme il faut. Okay? Ça, c'est un avantage. Mais si, comme dans le passé, la transparence de prix est utilisée pour négocier des prix même plus bas. À la baisse, ouais. Et en fait, en France, dans le passé, c'était un peu ça. La France a beaucoup négocié pour baisser les prix. Et la conséquence, c'était d'attendre beaucoup plus pour l'entrée sur le marché parce que le producteur préférait de commencer en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, etc. Il va d'abord vendre ses produits là où le prix est le plus élevé. C'est logique. Voilà. Donc, c'est par cacher les prix qu'on a facilité l'accès. On a un accès un peu plus rapide maintenant que dans le passé en France. Donc, c'est compliqué. Pour moi, c'est pas évident. Oui, moi, je suis d'accord, c'est très compliqué et je pense que l'un des leviers, c'est de ne pas mettre le prix au cœur du système. Et aujourd'hui, il est au cœur du modèle. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est sur un modèle de consommation. Ce que je disais tout à l'heure, si demain on passe à un modèle d'utilité, on réévalue le prix devient un déterminant de la solution de santé que l'on amène. Donc en fait, ce n'est plus la même chose. Le prix n'est plus au cœur des réflexions, il est un attribut pour permettre une utilité sociétale et une performance de l'usage. Donc, vous voyez, c'est peut-être conceptuel comme ça, mais un économiste, on voit bien ce que ça veut dire quand même concrètement. Et deuxième chose quand même importante, c'est que l'AMS, vous savez, l'Assemblée mondiale de la santé, a quand même lancé, c'est historique, hein, en 2019, 28 mai 2019, c'était pas le 18 juin, mais 28 mai 2019, a lancé quand même un appel à tous les pays du monde pour justement rendre public les prix des médicaments. Donc vous avez raison, c'est pas dans le modèle d'aujourd'hui, tel que le système est fait. Est-ce que ce serait une solution ? Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'évidemment, mais demain, dans un modèle beaucoup plus d'utilité, de performance, où on réévalue le prix en marchant, où on évalue dans les données, etc., peut-être que là, ça serait quand même très intéressant. Louis Bégard, je dis juste, il nous reste une petite dizaine de minutes à peine, non plutôt 5. Je suis très mauvaise pour lire l'heure d'ici, il est 20, oui. C'est ça, une dizaine de minutes maximum, mais je vous écoute. Louis Bégard. Peut-être évoquer effectivement sur le volet de la RSE, des prix, c'est pas évident. Il y a vraiment un équilibre à trouver, c'est un peu comme la propriété intellectuelle, entre le fait qu'on est dans une société qui est capitaliste. Donc les industriels, c'est pas des industriels publics, et donc de ce point de vue-là, ils ont l'obligation pour survivre, continuer à exister, d'être concrètement rentables et d'avoir des bénéfices. Donc c'est jamais évident, effectivement. Voilà. Sinon, on va dans un sens qui est souhaité aussi, hein, politiquement par certains, d'avoir des laboratoires publics. Et dans ce cas de figure, on sortirait de cette logique concurrentielle entre laboratoires pharmaceutiques. Effectivement. Donc c'est un équilibre entre ça et le fait que, comme vous le disiez, les médicaments ne sont pas des produits de consommation standard. Voilà, c'est tout à fait juste. Et dans tous les cas, il y a toujours des contreparties à l'aide publique qui font qu'on arrive globalement en France à trouver un équilibre. Et sur le volet de transparence, il y a quand même un mouvement de transparence. Il y a notamment un décret, je pense que c'est important de le souligner, qui est paru l'année dernière, qui permet, qui oblige les industriels pharmaceutiques à déclarer auprès du CEPS les investissements publics de R&D, voilà, dont ils ont bénéficié. Donc ça, c'est un mouvement qui est intéressant. Et donc après, toutes les aides publiques dont ont bénéficié les industriels, donc le crédit impôt recherche, les aides publiques à travers les mouvements de financement, les programmes d'investissement qu'on a évoqués, tout ça sera publié dans le rapport annuel du CEPS. Donc c'est un vrai mouvement de transparence qui est nouveau, puisque c'est un texte qui est paru l'année dernière. Y compris par exemple les remises. Alors les remises sont publiées globalement. D'accord. Donc les montants de remise sont publiés, mais vraiment le rapport annuel du CEPS, il regorge d'informations, c'est très technique, mais il est très intéressant. Et ensuite, en termes de transparence, évoquer le fait que voilà, l'ADGE, mais globalement le SGPI et toutes les administrations concernées, publient des dossiers de presse très régulièrement, en disant voilà, il y a eu tel montant de soutien public qui a été alloué sur telle assiette d'investissement, quels ont été les emplois
qui vont être créés, donc un engagement de l'industriel à créer 20 emplois sur le déploiement de l'investissement et de l'aide publique. Donc voilà, il y a des dossiers de presse avec les noms des entreprises. Donc il y a une transparence, disons, de l'aide publique allouée quand même aux investissements. Oui, je suis d'accord, il faut souligner cette évolution qui a été notifiée dans le PLFSS, enfin le FSS de l'année dernière, et c'est vrai, la prochaine étape, c'est de montrer aussi l'investissement public à l'échelle internationale qu'on peut bénéficier, parce que c'est rarement un seul pays, comme on l'a dit, qui soutient l'innovation, hein, c'est vraiment d'autres pays, mais c'est déjà un bon point, je pense. Mais pour limiter justement la pression financière capitalistique dont vous parlez, c'est exactement l'introduction de ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'il faut réinventer, avoir plus d'argent public investi pour partager les risques. Si on ne partage pas les risques d'une manière très précoce, et pour ça, il faut que les États acceptent de se rassembler, ce que je disais, d'investir dans la santé et vraiment dans la recherche pour partager ces fameux premiers risques, pour diminuer les niveaux de rendement du capital. Sinon, on aura toujours une pression financière et on transforme pas, on passe pas ce que s'appelle ce capitalisme un peu partenarial qui pourrait permettre finalement collectivement de créer davantage de co-bénéfices plutôt que de laisser cette pression financière qui est réel sur les industriels, qui oblige à négocier des prix de plus en plus élevés, qui fragilisent le système. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est une boucle un peu vertueuse, hein, c'est d'essayer vraiment de réinventer un peu, de profiter post-crise des enjeux que nous avons pour... Voilà, oui. Est-ce qu'il existe des exemples, peut-être dans d'autres secteurs que l'industrie pharmaceutique, de ce cercle vertueux ou pas encore? C'est-à-dire que le cercle vertueux dans la pharma, on le voit bien, c'est que c'est de la santé publique. Donc en fait, on a quand même un impact sociétal qui est quand même majeur. Donc en fait, on est tous concernés. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de se poser de cette question-là. Et moi, je sais pas, je pense que j'aimerais que mes impôts aillent pour soutenir une recherche qui soit efficace, qui crée de la santé, avec des industriels engagés, responsables, avec une répartition de la valeur qui soit équitable, pour que collectivement, on amène des solutions. Bah, dit comme ça, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec vous. On va terminer, on va conclure bientôt, mais il y a une question dans le chat qui permet peut-être de conclure et qui était aussi dans mon introduction. Pourquoi a-t-on échoué à avoir un vaccin français contre le Covid? Est-ce un bon exemple du retard français dans l'innovation thérapeutique, enfin dans l'innovation pharmaceutique, pardon. Est-ce que voilà, et puis en même temps, je vous laisse dire un peu pas le mot de la fin, mais votre conclusion par rapport au thème de la conférence, donc Louis Bégard. Alors, l'élaboration du vaccin, c'est forcément une prise de risque très forte. Il y a énormément d'inconnus. On travaille sur des outils, des molécules, etc., qui forcément, il y a énormément d'échecs dans l'élaboration. Et donc, c'est difficile de dire la raison pour laquelle telle ou telle entreprise a échoué, parce qu'il y a une prise de risque tellement forte dans les sciences de la vie que, in fine... en l'occurrence, c'est Sanofi, l'entreprise quand même sur laquelle on misait en bien France, sûr. Au moins au début. Voilà, il est difficile de le dire, et je pense que voilà, Sanofi, l'entreprise elle-même, est en capacité d'expliquer les raisons techniques qui ont débouché effectivement sur cette incapacité à produire un vaccin sur le sol français. Mais pour autant, en mot de conclusion, alors du coup... Oui. Donc pour vous, juste, ça veut dire que ce n'est pas lié à un retard en termes d'innovation en France, quoi. Mais la France est caractérisée, quand on interroge les industries pharmaceutiques, par l'excellence de sa recherche scientifique. Alors, on a des talents, des chercheurs exceptionnels en France. Et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement pas la principale raison. C'est essentiellement des raisons techniques. Mais la France est un pays globalement attractif. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué quels sont les critères d'attractivité, mais oui. On a un climat fiscal qui est incitatif, des modalités d'accès au marché qui vont accélérer, qui vont se simplifier. On a une stabilité du cadre institutionnel et politique, c'est important, des talents, on est une plateforme d'export. Enfin, la France est un pays vraiment attractif pour les industries de santé, et ça, il faut le souligner. Et du coup, peut-être en mot de conclusion, s'il nous reste oui, vous avez encore une minute, non pas quelques, mais une et demie. Parfait, une minute. Alors du coup, en mot de conclusion, peut-être dire que, comme on l'a vu avec le plan Innovation Santé 2030, beaucoup de choses ont été faites, enfin beaucoup de choses ont été élaborées. Elles sont en cours de déploiement. Le plan Innovation Santé 2030, c'est un plan dont notamment sur les mesures essais cliniques, dont on a une majeure partie des mesures essais cliniques qui ont d'ores et déjà été déployées, donc c'est une très très bonne chose. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a des axes d'amélioration, comme vous l'avez souligné, qui sont toujours possibles sur énormément de volets, et effectivement, c'est des sujets politiques majeurs. Et globalement, le message que nous, DGE, on peut faire passer, c'est
industriels, start-up, chercheurs, saisissez-vous Ouais. des dispositifs qui existent. On a tellement de dispositifs qui existent à travers le plan Innovation Santé 2030. C'est pas forcément lisible de les voir globalement. C'est pas forcément évident, mais il y a énormément de dispositifs qui existent. Il faut s'en saisir pour qu'on soit donc encore plus attractif. Il faut aller solliciter l'aide publique, en fait. Hein. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir aussi à la Direction Générale des Entreprises et pour renforcer le tissu industriel français. Alors, je me reste bien sûr à remercier nos 3 intervenants. Donc, Margaret, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Mines Paris, que vous êtes membre du Conseil national de productivité, puis que vous avez écrit cette note qu'on peut retrouver évidemment facilement pour le Conseil d'analyse économique et qui s'intitule Innovation pharmaceutique, comment combler le retard français. Merci aussi à Nathalie Jiménez. Alors j'ai le livre de Nathalie sur la table, donc Industrie pharmaceutique, l'heure du choix, plaidoyer pour un modèle plus égalitaire et plus écologique, ça c'est le sous-titre, je ne sais pas si on le voit, mais voilà, aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes aussi professeur et puis spécialiste de gestion et vous conseillez les entreprises. Vous êtes à cheval sur les 2 mondes, recherche et industrie. Et puis Louis Bégard, qui ici a eu porté la parole de l'État et de la Direction générale des entreprises, du ministère donc de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Un mot de remerciement bien sûr aux organisateurs de cette conférence, bien entendu. Je cherche mon petit papier sur lequel j'ai tout noté. Voilà. Donc, bien sûr, l'IGPDE qui nous a accueillis ici. La prochaine fois, je pense que ce sera peut-être une rencontre qui ne se fera que, si le Covid nous le permet, qui ne se fera peut-être que en présentiel, on verra. En tout cas, il faut remercier aussi tous les gens qui nous ont suivis par Internet. La prochaine rencontre économique portera sur le thème de la résilience. Elle est intitulée plus précisément quelle stratégie de résilience de l'économie française dans la mondialisation. Ce sera au mois de septembre. On peut déjà s'inscrire depuis le catalogue de l'IGPDE. Et puis, vous êtes aussi tous invités à remplir, vous qui avez suivi cette rencontre économique en visio, par Internet ou ici dans la salle, à remplir un questionnaire en ligne qui vous permet de faire des commentaires sur ces rencontres. Voilà, et que nous lirons tous avec attention. Je vous remercie.